Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le fauteuil. Messieurs, dames, je suis ravi de vous accueillir pour ce fauteuil de la semaine 11. Vous l'avez compris, Alain Mattei n'est pas là, je prends le relais. Ils sont avec Victor du côté d'M6, vous le savez, pour ce match, c'est Raiders-Dolphins. Je crois aujourd'hui, on va essayer d'assurer l'intérim tant bien que mal, comme on peut. On va passer un bon moment jusqu'à 19h, vous en avez l'habitude. Camille est avec moi, bien entendu, pour assurer le bon déroulement de cette émission. Et puis, on va parler de plein de choses. On va s'amuser, on va rigoler, on va avoir quelques questions aussi, avec un thème sympa aussi. Vous l'avez vu, peut-être Rank or Tank, le ranking ou le tanking. Avant ça, je dois vous dire que cette émission, vous le savez, est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris NFL. Et puis, vous le savez aussi, vous pouvez retrouver sur toutes les applis de podcast, tous les podcasts de Touchdown Actu, sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, vous le savez aussi, enfin, un petit tour sur le Tipeee pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Je vous donne le sommaire, je vous en ai un petit peu parlé. On va avoir un peu d'actualité. Il y a malheureusement pas mal d'actualité pour cette semaine que nos amis du podcast n'ont pas réussi dont ils n'ont pas réussi à parler, puisque ça s'est arrivé juste après le dernier podcast. On va parler du match de jeudi soir entre les Ravens et les Bengals, justement, qui est chargé en actualité. Il y aura quelques questions aussi, vous le savez, on pourra répondre à ces questions. Le thème, rank or tank, le ranking, le tanking, vous le savez, on choisit une équipe, on est un GM, on choisit une équipe et on se dit, est-ce qu'il vaut mieux tanker ou jouer les playoffs ou jouer en tout cas le ranking en cette semaine 11. On estimait qu'on est quasiment à la mi-saison et que c'était le moment de faire ça. Les pronostics, vous le savez, je suis pas mal en pronostics, donc peut-être, j'espère vous donner un peu de bons conseils. Je ne suis pas sûr. Les meilleurs coachs Unibet aussi. Le quiz qu'on a préparé avec Camille, avec un quiz un peu spécial sur le thème, allez, on va dire de la vieillesse, le thème de l'âge, en tout cas. Voilà. Et puis ensuite, 19h, la semaine 11 qui démarrera avec un œil sur le Red Zone et un œil sur Sisplay, bien entendu. Miami Dolphins face aux Raiders. Alain et Victor qui seront aux commentaires. On va se régaler. On va se régaler ensemble. Vous êtes là, je regarde le chat un petit peu. Typhon 59, salut à tous. Fabien Aubard, c'est hello Lucas, salut Fabien. Guigui Twig est là, bien entendu. Caso 30 aussi, salut tout le monde. Et on va commencer par l'actualité, forcément. Je vois qu'on parle déjà de ça dans, euh, dans le chat. Joe Burrow, en effet, on a eu des blessures cette semaine et on n'est jamais ravi de voir des blessures, surtout quand ça touche des quarterbacks. On a eu la première, elle était du côté de Cleveland avec Deshaun Watson. C'est le premier à s'être blessé. On va parler de Joe Burrow, forcément. Deshaun Watson qui s'est blessé à l'épaule du lancer, forcément en plus, donc c'est encore plus compliqué. Saison terminée pour Deshaun Watson. Saison terminée pour lui après seulement 6 matchs. Il avait été un petit peu blessé aussi en début de saison. 6 matchs pour lui, 6 matchs comme l'an passé, hein. Il est quasiment à la même chose. Vous voyez Camille qui vous affiche l'article qu'il y a sur le site. C'était, je vais essayer de regarder, c'était le 15 novembre. Donc c'est tombé, il me semble, mercredi, hein, puisque on en a parlé avec Alain et Victor qui venaient d'enregistrer leur podcast. Voilà pourquoi vous n'avez pas pu avoir un petit peu leur réaction à chaud dès le jeudi. Mais la réaction, elle est là. Deshaun Watson qui se blesse à l'épaule donc. Cleveland qui va devoir faire sans lui jusqu'à la fin de la saison. C'est compliqué, mais c'est dommage pour Cleveland, notamment parce que ils étaient bien, et on parle que du sportif, hein, on parle sportivement uniquement, ils étaient bien la semaine passée, ils avaient remporté une belle victoire face aux Ravens, et surtout on avait l'impression que l'attaque commençait à se mettre en place. Deshaun Watson avait réussi une belle deuxième période, et malheureusement, il est absent, il va être absent, il va devoir passer peut-être par la case opération. En tout cas, il ne jouera plus cette saison. Et c'est compliqué pour Cleveland, qui a encore beaucoup de choses à jouer. On l'a dit, hein, dans cette AFC Nord qui est, on va dire, très ouverte avec les Ravens, avec les Steelers, avec les Bengals. On va en parler aussi, malheureusement. Et là, ils vont être obligés d'aligner Dorian Thompson-Robinson. Pas évident pour lui. Il a joué face aux Ravens son premier match déjà cette saison, le rookie. Son deuxième match, ce sera face aux Steelers. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau qu'on est en train de faire à Dorian Thompson-Robinson. Mais bon, il va falloir qu'il joue. PJ Walker, lui, a déjà joué cette saison. Il a lancé beaucoup d'interceptions. On a décidé de faire plutôt confiance au, au rookie, histoire peut-être de le faire évoluer. Mais c'est vrai que pour Cleveland, c'est la tuile. C'est la tuile d'avoir mis beaucoup d'argent sur Deshaun Watson et de ne plus avoir le quarterback.
À voir si cette défense peut continuer à porter cette équipe, à voir si Miles Garrett peut devenir vraiment, en tout cas il l'est déjà, mais on sait que défensivement c'est toujours plus compliqué de faire gagner les matchs. Ils arrivent à le faire régulièrement, les Browns. Il va falloir qu'ils continuent parce que ce soit PJ Walker ou Dorian Thompson-Robinson, pour l'instant, c'est vrai que ce ne sont pas des quarterbacks qui sont capables d'aller faire gagner des matchs. Donc voilà, la blessure de Deshaun Watson, et puis la blessure aussi dans cette même division de Joe Burrow. Là, c'est encore plus dramatique parce qu'en effet, les Bengals misaient beaucoup sur leur quarterback. Je dis dramatique dans le sens où Cleveland avait un petit peu de mal avec le poste de quarterback, même depuis le début de la saison. On l'a vu, Deshaun Watson n'était pas forcément le plus efficace, alors que Joe Burrow, lui, il faut il comptait sur leur quarterback, il comptait sur Joe Burrow. Il avait été un petit peu blessé en début de saison, mais on le sentait revenir très bien. Eh bien là, ça devient très compliqué. Il va être absent toute la saison lui aussi. Énorme coup dur, ligament déchiré au poignet pour Joe Burrow. Vous le voyez ici. C'est la deuxième fois qu'il est absent toute une fin de saison. On s'en rappelle, il avait déjà été il y a quelques temps, sauf que son équipe désormais, elle fait partie des gros poissons de l'AFC et de la NFC en général. Et c'est vrai que là, avec cette blessure, on va se poser la question. Alors, je ne l'ai pas mis dans le rank en tank parce que pour l'instant, ben, quand j'ai préparé l'émission, j'avoue qu'il n'était pas encore blessé. Jeudi, on en parlera avec Nitinia un petit peu de l'avenir peut-être des Bengals, hein. Quand je dis Nitinia, il viendra nous parler du match. Et donc, on va un petit peu plus débriefer de ce match et de l'avenir des Bengals parce que c'est vrai que ça semble compliqué. Désormais, cette saison, elle semble compliquée. Ils sont à 5-5. On l'a vu, hein, même avec un Joe Burrow qui était bon, on va dire, ou en tout cas qui était en forme physique, puisque c'était le cas avant ce match, ou en tout cas la semaine précédente. Ça ne marchait pas bien, hein. Ils ont perdu contre les Ravens, on va en parler. Et Fabien Aubard qui nous dit c'était quoi la dernière fois? C'était le genou. En effet, il s'était blessé au genou en tant que rookie, hein, comme nous le dit DRZ 57. Il s'était blessé au genou, mais à ce moment-là, il était rookie. On avait déjà entrevu de belles choses. On avait surtout vu que cette ligne offensive, elle était compliquée du côté de Cincinnati. Et depuis, on avait un petit peu réglé le problème et ça a donné un Super Bowl joué, ça a donné des gros matchs, une finale de conférence. C'est vrai que ils étaient sur une pente ascendante, mais le début de la saison avait été compliqué. Et là où on va se poser la question avec Mitty, c'est que la défense, à l'inverse de Cleveland, ne semble pas être capable de porter cette équipe. Et donc à 5-5, dans une AFC très compliquée, on va voir ce que ça donne parce que le calendrier en plus des Bengals est, euh, est corsé. Donc vraiment, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, Joe Burrow, c'est vrai que c'est dramatique de voir un jeune quarterback en plus. Et puis il y a toujours cette petite musique de se dire, cette petite question de se dire est-ce qu'il reviendra au top de sa forme? Est-ce qu'il reviendra? Alors oui, là, c'est le poignet. Mais voilà, quand il y a une grosse blessure comme ça qui met un joueur sur le flanc, comme on peut dire, sur quelques mois, quand on ne le voit pas pendant un moment, on a toujours cette petite, voilà, on a toujours la petite question de se dire est-ce qu'il va revenir? Voilà, en tout cas, Joe Burrow absent aussi, Marc Andrews aussi absent toute la fin de saison. On parle des Ravens ici, le tight end des Ravens. Ça va être compliqué pour les Ravens aussi. Je me garde un petit peu ça pour le débrief du match, hein. On va pas tarder à faire ce débrief avec Nitti quand il arrivera. Marc Andrews qui s'est blessé lors de ce match face aux Ravens. Décidément, il y a eu de la casse, hein, jeudi soir. Euh, et c'est vrai qu'on va en parler, mais ça pose question aussi pour la suite des Ravens. Donc, on verra. Fabien Hobart, il nous dit du coup domination assurée de Baltimore. On parle de la blessure d'Andrews. Ben oui, la blessure d'Andrews, voilà, on en parle. C'est vrai que ça va être compliqué. On en parlera dans dans ce débrief de match. Mais en tout cas, c'est une arme pour Lamar Jackson, que ce soit dans cette saison régulière et voire dans les playoffs, parce qu'en effet, Baltimore est bien parti, notamment après cette victoire. Mais ça peut être compliqué, on en parlera. Au rayon des bonnes nouvelles, on a quand même, et on va peut-être récupérer l'article, Camille, si on peut prendre l'article qui nous parle de la journée aujourd'hui. Il y a quelques joueurs qui sont de retour, hein, l'article jour de match qui vous est proposé tous les dimanches. Et au rayon des bonnes nouvelles, Divon et Chain, on va le voir, les joueurs qui sont de retour. Le rookie hyper explosif des Miami Dolphins qui nous avait épaté, qui nous avait impressionné, et notamment, je m'en rappelle sur Sisplay avec Grégory, on a eu l'occasion de le commenter à deux reprises. Il est de retour, normalement, vous le voyez, la liste là des joueurs blessés et des joueurs incertains qui devraient faire leur retour, qui devraient tenir leur place.
Dolphins, vous le voyez, Devon Chain qui est là. C'est une très bonne nouvelle pour Miami. On a Saquon Barkley aussi, ça c'est une bonne nouvelle pour les Giants, tout comme Garrett Wilson, vous le voyez. Bryce Young qui devrait être là aussi, le quarterback, le rookie quarterback des Panthers. Et voilà, on a des joueurs qui devraient être là et quelques absents, vous l'aurez compris. Mais les absents principaux, on en a parlé, et les blessures principales, on en a parlé dans cette actu. Voilà l'actu de la semaine, en tout cas l'actu du dimanche. Au fur et à mesure, vous le savez aussi, il y a peut-être quelques joueurs qui vont être annoncés absents. On a quelques joueurs qui sont questionable. N'hésitez pas, hein, si vous en avez sur le chat, on peut en parler. Donc, on verra. On va pas tarder à accueillir Nitinia. Je ne sais pas s'il est déjà dans le chat, Nitinia, on va l'accueillir pour parler de ce match entre les Bengals et les Ravens. S'il n'est pas arrivé, on peut prendre quelques-unes de vos questions en attendant qu'il arrive. Je vois les Ravens avaient les armes cette saison. Andrews est là. Young est finalement là, mais ce soir, il joue contre les Cowboys. MDR, oui, Lucius Quietus, en effet, il joue contre les Cowboys. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour lui. On a vu même qu'il y allait avoir beaucoup, beaucoup de supporters des Cowboys du côté de Carolina, du côté de Charlotte. Et on a même appris il y a peu de temps que les Panthers, cette semaine, ils se sont entraînés avec un silent count, hein, vous le savez, un compte qui, en tout cas pour être silencieux. Souvent, on fait ça quand on est dans les stades adverses et qu'on est embêté par le bruit et voilà, on donne un compte silencieux pour savoir quand est-ce qu'on snappe le ballon et tout le monde est au courant et on n'a pas besoin d'annoncer. Ben là, ils le font même à domicile. Les joueurs des Panthers, c'est dire à quel point ils attendent beaucoup, beaucoup de supporters des Cowboys. On me dit que Nitti est là. Eh bien, on va accueillir Nitti pour parler justement de ce match entre les Ravens et les Bengals. Nitti arrive, on voit Nitti. Salut, comment ça va Nitti? Est-ce que tu m'entends et est-ce qu'on t'entend surtout? C'est la question principale. Salut Lucas, oui, je vous entends très bien. Eh ben, parfait. Tu m'entends? Ouais, ok, Ouais, parfait. super. On t'entend Ah, dans le chat. super, Tout le monde est là. On va pouvoir super. débriefer de ce match. Ce match entre les Ravens et les Bengals. Niti, avant de commencer ce match, il y a eu de la casse. J'en ai parlé un petit peu juste avant que tu arrives. Ouais. Il y a eu un peu de casse. C'est vrai que Hmm. c'est toujours un peu rageant, frustrant de voir des joueurs majeurs comme ça. On parle de Joe Burrow, on en parlera, hein, ce que ça veut dire pour l'avenir de Mark Andrews. C'est la loi de la NFL, on le sait. Mais ça fait toujours, Malheureusement. et j'ai pas envie d'être vulgaire, mais c'est toujours embêtant de voir des joueurs comme ça, qu'on soit supporter ou pas, hein. On le voyait dans le chat, il y avait des supporters des Steelers, il y avait des supporters qui disaient bah, on aurait envie de jouer contre ces équipes-là avec leur pouvoir, avec toutes leurs équipes, avec tous leurs joueurs, pardon. C'est vrai que en tant que fan de NFL, c'est rageant. Bah, c'est plus équitable, hein, tu vas me dire. Donc, les meilleurs veulent toujours affronter les meilleurs, hein. Donc, ces blessures, que ce soit de Joe Burrow ou de Mark Andrews, forcément, ça nous fait de la peine. Déjà, pour nous, en tant que fans NFL, de voir les meilleurs joueurs sur le terrain, déjà qu'on les voit qu'une partie de la saison, enfin de la saison de l'année, c'est-à-dire entre septembre et Oui, février. c'est Et vrai. si là on les voit que 2, 3 mois de la saison, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Là, Ouais, c'est vrai que sur ce match-là, en plus, figure-toi, là, j'ai une petite anecdote. En plus, je l'ai regardé un peu. Là, j'ai fait une petite insomnie à 4h30 du matin. Et je vois Joe Burrow faire se lancer et je vois qu'il se fait mal. Et je me suis dit, mais non, c'est ouais, pas possible. il faut pas que ça se C'est passe comme ça, ouais, ouais. c'est pas voilà. Je pensais que c'était C'est juste un petit coup, mais ouais, c'était pire que ça apparemment. Ouais. Ah, puisqu'on est dans les anecdotes et qu'on raconte un petit peu notre expérience NFL, pour ma part, surtout sur les Thursday Night Football, je les regarde pas en direct, je me lève un petit peu plus tôt le vendredi matin pour regarder le 40 minutes du Game Pass, pour regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et regarder Hmm. ce match-là. Et c'est vrai que dans le 40 minutes, ils ne s'attardent pas trop. Et en fait, Ouais. j'essaye aussi de ne pas me spoiler, j'essaye de ne pas regarder le score pour vivre l'expérience au maximum. Et en effet, à un moment, d'un coup, il y a un gros plan sur le quarterback. Alors bien sûr, avec le casque, et on va pas dire que tous les joueurs se ressemblent, mais je me dis, mais c'est pas la corpulence, c'est pas la façon de bouger de Joe Burrow là. Alors qu'il Ouais. n'y avait pas de ralenti sur sa blessure, malheureusement. Et Ouais. je me dis, oula, il s'est passé quelque chose. Et donc c'est là, à ce moment-là, qu'on va commencer à lire les articles, revoir les ralentis, revoir peut-être les. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une tuile. Bon, en tout cas, ce match-là, on va.
On va en parler, puisqu'il y a eu donc un match jeudi, Thursday Night Football, Mhm. une opposition entre deux équipes de l'AFC Nord, les Ravens face aux Bengals. Victoire des Ravens, 34-20. Baltimore qui repart du bon biais. C'était un match tendu pour les deux équipes. On va en parler, Niti, parce que Baltimore venait de perdre face aux Browns, j'en ai parlé. Cincinnati venait de perdre face aux Texans aussi. C'était un petit peu le malheur au perdu. Et Lamar Jackson, lui, est rentré direct dans ce match. 264 yards de lancer. Les Ravens ont cumulé 157 yards au sol. Ils étaient devant à la mi-temps 21-10. Ils gagnent à la fin du match 34-20. J'ai envie, justement, on a parlé de Baltimore, mais j'ai envie de commencer par les perdants, parce qu'ils sont perdants sur tous les points. J'ai envie de parler des Bengals. Et déjà avant la blessure de Joe Burrow, puisqu'on va en parler, mais déjà avant la blessure de Joe Burrow, on sent que c'était compliqué. Il y a eu ce drive en première mi-temps pour les faire repasser devant, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais Cincinnati n'était pas particulièrement convaincant, même avec Joe Burrow. Alors, soirée catastrophique sur tous les plans, Cincinnati, ça c'est en général. Mais c'est vrai qu'en première période, pour répondre à ta question, alors, tu avais l'impression que l'attaque, que ce soit au sol ou même aérienne, déjà que tu étais privé de T. Higgins et même de Tyler Boyd. Jamar Chase était, on va dire, l'expression, il était sur une jambe et il n'était pas à 100%, ça se voyait. Et, euh, et en fait, ben, l'attaque aérienne de Cincinnati n'a pas existé. Donc, en fait, il y avait effectivement ce premier drive où tout le monde était à peu près en forme. Et, voilà. Mais Cincinnati n'a jamais trouvé effectivement sa carburation. Mais depuis le début de la saison, ça a toujours été comme ça. Alors oui, ils ont trouvé un pic de forme pendant 3 semaines. On se disait, ouais, ça y est, ils sont de retour. Mais là, c'est les montagnes russes et là, c'est de nouveau la pente descendante et on se demande en fait finalement si ça va s'arrêter. Ouais, Donc, en effet, c'est compliqué de voir ça. Tu le disais, hein, ils n'ont pas trouvé leur carburation. Avant de sortir, Joe Burrow, il est à 11 sur 17 pour 101 yards. Et en effet, Jamar Chase, ils ont regardé ses statistiques, 12 yards. Je ne suis pas sûr que ça lui soit arrivé souvent dans sa courte carrière de NFL d'avoir que 12 yards en deux réceptions. On a l'impression, et c'est peut-être dû aux blessures, hein, tu vas me dire, mais on a l'impression qu'il manque cette explosivité dans l'attaque des Bengals. Ces jeux longs que pouvait surtout proposer Chase, mais Higgins aussi. Et en effet, on a l'impression que c'est compliqué là pour les Bengals. bah, tu as l'impression que s'il n'y a pas le plan A qui marche, c'est-à-dire l'attaque aérienne, trouver les receveurs, euh, et que après ça ne marche pas, eh ben, tu as l'impression qu'il n'y a pas forcément de plan B. Le plan B devrait être de jouer au sol. Joe Mixon, il est là. Et pourtant, bon, c'est lui qui a mis le touchdown, hein, pourtant, jeudi dernier, mais on ne l'utilise pas assez. On l'utilise pas assez. Pourquoi? Bah parce que peut-être qu'on ne fait pas confiance, peut-être parce que la ligne offensive n'est pas taillée pour faire du jeu au sol. Mais quand tu n'as pas le plan A qui fonctionne, donc de Zach Taylor, il n'y a pas donc une alternative, un autre plan de jeu, une variété dans les schémas de jeu. C'est donc, on se dit que si finalement il n'y a pas les joueurs clés, et ben Zach Taylor est incapable de renouveler les schémas offensifs qu'il a à sa disposition avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Par exemple, on a Tanner Hudson qui est le meilleur receveur, alors que c'est un Tayen numéro 2, voire alors le un de Cincinnati aujourd'hui, mais c'est pas celui qui va te débloquer les situations. Ouais, on sent que c'est compliqué. Et en effet, on a l'impression que dans cette situation-là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Alors, les Bengals, ils sont à 5-5. Il y a pas mal d'équipes, il y a quelques équipes qui aimeraient bien être à 5-5. Mais Hmm. c'est vrai que les Bengals, on les imaginait bien plus haut. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. J'en ai parlé quand Joe Burrow était rookie. Le gros problème, c'était la ligne offensive. Ça avait été un petit peu mieux. On sentait que ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure de sa carrière parce qu'on l'aidait. On sentait qu'il fallait lui donner on va dire, cette assurance au niveau de la ligne offensive. Et là, on voit la ligne offensive. On a l'impression qu'elle régresse, qu'elle n'a pas été au point, ou en tout cas qu'elle n'est pas assez bonne pour justement, comme tu le dis, gérer ces situations. Joe Burrow, il prend deux sacs avant de sortir. Et encore, on l'a vu souvent sortir de sa poche et faire quelques miracles. Son remplaçant, il en prend trois. Il finit ça à 5. C'est vrai que cette ligne offensive, c'est pas l'assurance touriste non plus. On essaie de se projeter sur la suite, peu importe qui on va mettre derrière cette ligne. La ligne offensive, et dans ce match-là aussi, elle ne nous a pas prouvé une qualité hors norme. Bah, c'est dans ce sens-là que Joe Burrow s'est fait mal. Apparemment, ce serait un sac de Jadeveon Clowney. J'ai revu un peu les images. Bon,
j'ai pas l'impression, puisqu'il a peut-être son poignet, mais c'est pas si Ouais, il y a un violent petit que imbroglio ouais, hein, sur la blessure ouais. tout de même. C'est bon, ça, on va peut-être en parler plus tard, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, oui, la ligne offensive. Alors, il y a Orlando Brown qui est arrivé. Il est moins fort, enfin moins performant que lorsqu'il était à Kansas City. Il y a aussi la ligne intérieure qui m'a un peu inquiété. Connor Volson a été très bon lors des précédentes saisons. Il est un peu moins cette année. Ted Karras également. Après, il y a Jonah Williams. Ça se voit, c'est que tackle droit, c'est pas forcément son poste non plus. Il y a Lyle Collins qui était là, mais qui n'est plus là, puisque voilà, des graves blessures, peut-être aussi un problème de comportement. Bref, c'est vrai que cette ligne offensive, elle régresse, mais elle n'a jamais été, tu sais, elle n'a jamais été vraiment une ligne top niveau. C'est pas les Eagles, c'est pas les Oui, Ravens oui. non plus. Mais Mais on c'est avait vrai que l'impression tout de même que ça n'avait plus, c'était plus vraiment quelque chose qui tirait vers cette équipe vers le bas. C'était pas quelque chose qui l'a tiré non, vers le non, haut, c'est vrai. effectivement. Ouais, Mais ouais. on a eu Mm, l'impression, alors c'est vrai, hein, c'était clairement, on mm. s'en rappelle, même l'année où ils vont au Super Bowl, on se dit, bon, si Ouais. Joe Burrow avait une ligne, une vraie ligne, avait peut-être celle des Eagles, ils seraient peut-être champions et ils vont peut-être être champions sur plusieurs années. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'elle repasse dans la case faiblesse, quoi. Et Mm. puis, il y a aussi une chose, hein, beaucoup parlé de cette attaque, la défense. La défense qui prend beaucoup de points et qui, pour le coup, a souvent été sous-cotée, je trouve, parce qu'ils vont au Super Bowl grâce à une défense. L'année dernière, ils ont une très bonne défense. Mais cette année, on a l'impression qu'elle ne s'est pas encore mise au niveau. Et je dis pas encore, mais on est déjà à 5-5 et on perd le quarterback, donc ça devient compliqué. Mais elle ne s'est pas mise au niveau qu'on attendait d'elle. Ouais, le pass rush est moins performant. Et en plus, Trey Hendrickson, je me demande s'il s'est blessé lors de ce match, je m'en souviens plus, s'il avait une gêne durant ce match. Il y a Sam Hubbard qui est moins performant également. Pareil, là, sur le milieu de la ligne, BJ Hill, il a eu son pic. Maintenant, il devient un joueur, on va dire, entre guillemets, normal. Mais sinon, c'est la paire de linebackers. Avant, pour moi, elle était très forte, hein, Logan Wilson et Jermaine Pratt. Et j'ai l'impression que depuis sa prolongation de contrat, Jermaine Pratt, j'ai l'impression que son cerveau a été jeté à la poubelle, qu'il a complètement oublié les fondamentaux du football. Il y a juste peut-être la seconda qui fait à peu près son travail. DJ Turner, bon, c'est un rookie, hein, mais il fait de toutes bonnes choses. Et puis Cam Taylor-Britt, ça c'est aussi la mauvaise nouvelle, il s'est blessé. Donc, si tu as ton cornerback numéro un qui est blessé, ça risque aussi d'être compliqué. Mais je pense que le coordinateur défensif, alors j'oublie tout le temps son nom, Lou Arumuno, Ah oui. qui, ouais, Ah, qui va. J'ai oublié ah, son nom. tu m'as perturbé du coup. Voilà. Je vais. Désolé, désolé pour lui, hein. Non, Enfin. non, il y a pas de souci. Je Mais vais donc, te. ouais, il va trouver les solutions, je pense, à mon avis, pour les prochaines semaines. Et on va plus, justement, et je pense que c'est là où tu as raison, miser sur la défense plutôt que sur l'attaque pour pouvoir gagner des matchs. Anarumo, voilà, Ah, Lou non, ouais, Anarumo, en pardon. Ouais. effet. Mais il va falloir, parce que la suite, c'est quoi pour les Bengals? On en a parlé un petit peu, on l'a vu, il va falloir remplacer Joe Burrow et ça n'a pas forcément été alors flamboyant, c'est compliqué de rentrer dans un match, mais Browning, on le voit, il jouait son premier match de NFL ici. Bon, ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est la suite pour les Bengals? On vise toujours les playoffs. Est-ce qu'on peut les jouer? On est à 5-5 actuellement. Bah, honnêtement, là, la saison, elle est tout de même pas à jeter. Il reste toujours des playmakers en attaque, hein. Ja'Marr Chase est toujours là. T. Higgins va peut-être revenir. La ligne offensive va peut-être s'améliorer, mais moi je vais le répéter, mais la défense doit pouvoir monter d'un cran pour gagner. Regarde dans cette division qui sont en tête, les Browns et les Steelers. Et les Browns et les Steelers, je suis désolé, mais en attaque, c'est pas trop ça, hein. Donc, Ouais, tu as je- volontairement oublié les Ravens, mais en effet, c'est ouais, vrai que devant, ouais, les Ravens, ils sont en tête, mais eux, ils ont une équipe complète. ouais, ouais. Mais t'as les Non, mais je Steelers suis d'accord avec toi. mais t'as les Et Steelers et surtout, les Browns qui Browns et sont Steelers devant. sont en positif, donc Voilà, donc c'est c'est ça. vrai que Ouais, comme c'est ça quoi que je voulais plus dire, pardon. d'accord avec toi. Désolé pour les fans des Ravens, ouais, si je les ai oubliés de manière totalement Ouais, lamentable. mais ça va être en effet, ça va être compliqué pour les Bengals. Je le disais, on va parler de rank or tank tout à l'heure, le ranking, le tanking. Je les ai pas inclus dedans parce que pour l'instant c'était trop frais. Mais c'est vrai que on va vraiment se poser la question côté Bengals. C'est le calendrier en plus est compliqué puisqu'ils ont un calendrier de première division, on le sait, puisqu'ils ont été premiers l'an dernier. Donc ça va être compliqué. Est-ce qu'il faudra peut-être pas laisser passer quelques matchs, mais en même temps à 5-5, c'est dur de se dire on jette tout.
Bon, on a parlé beaucoup des Bengals. Je vais te prendre encore quelques minutes parce que Oui, oui, on va vas-y, quand même vas-y. parler de l'équipe qui a gagné ce match et de l'équipe qui nous a, je sais pas pour toi, mais qui nous a rassurés, j'ai l'impression. Les Ravens qui venaient de perdre face aux Browns et là qui font un match complet digne d'une équipe complète, comme tu le disais. Bah, contre les Browns, c'est ce que disait Raphaël, il me semble, hein, lors du débrief. Non, ou Victor, on le sentait venir sur plusieurs matchs. On disait, ouais, ils maîtrisent le match pendant trois quarts temps. Et on a l'impression que le dernier quart temps, pour eux, ça n'existe pas. Et là, ils ont maîtrisé durant tout le match. Après, tu vas me dire, ouais, c'est parce que voilà, Cincinnati était perturbé à cause de la blessure de Joe Burrow, donc c'est pour ça qu'ils ont gagné largement. Mais ça reste une victoire et une très belle victoire. 8 victoires, 3 défaites maintenant pour eux. Ouais, ils nous ont rassuré. Lamar Jackson a fait un très bon match. Et il y a Odell Beckham Jr. qui fait plus de 100 yards sur ce match-là. Voilà, c'est un peu un flashback, quoi, comme on dit, comme si on Ouais. était revenu dans les années de 2015-2016, bref. Mais c'était beau à voir. Malheureusement, il y a cette mauvaise nouvelle avec la blessure de Marc Andrews. Oui, en effet, tu as balayé un petit peu tous les sujets sur les Ravens. Qu'est-ce qui déjà t'a le plus rassuré côté Baltimore? Est-ce que c'est 157 yards au sol? Parce que face aux Browns, ils avaient à peine dépassé les 100 yards. On en avait parlé avec Alain. Lamar Jackson qui avait été le meilleur coureur, mais à seulement 41 yards. Là, on a un bon Gus Edwards. On a aussi un Mitchell qui est très bon, qui va très vite. Et puis, on a 157 yards. Ou c'est ce match clean, comme on dit, avec aucune perte de balles, ce qu'il avait couru à leur perte la semaine passée. Qu'est-ce qui t'a le plus rassuré? Oh, je vais te dire les deux, c'est-à-dire C'est-à-dire, ouais, la sécurité du ballon et le jeu au sol qui est l'identité hein, de Baltimore. Hein, enfin, que ce soit les saisons précédentes, même cette saison, hein, c'est aussi l'identité. Voilà, ils ont fait un bon match. Il y a cette petite trouvaille Keaton Mitchell qui est vraiment un joueur très intéressant et que j'ai suivi hein, lors des années précédentes. Mais ça m'étonne pas, ce genre de performance de sa part. Et puis Gus Edwards qui fait oublier J.K. Dobbins, hein, puisqu'on oublie souvent, mais J.K. Dobbins, il est blessé depuis le début de la saison. Et cette attaque au sol reste et va rester probablement l'identité pour les prochaines semaines des Ravens. Et c'est comme ça que doivent gagner les Ravens en passant par le point fort et limiter les erreurs. ouais, parce qu'ils ont tellement d'armes au sol. Hein. Tu parles Hmm. de Gus Edwards, il y a Justice Hill aussi, et ils ont sorti Mitchell du chapeau. Et en effet, pour ceux qui suivaient la NCAA, il était peut-être connu, mais nous, c'est vrai qu'on le découvre et on le découvre à une vitesse folle. Il y a Lamar Jackson, qui est l'un des meilleurs coureurs aussi de la ligue, on peut le dire comme ça. Donc c'est vrai Ouais. qu'il y a pas mal, il y a pas mal d'armes. Et en même temps, il y a cette blessure de Marc Andrews dans les airs. On l'a dit, le tight end qui est le joueur qui marque le plus de touchdowns pour les Ravens, attrape le plus de touchdowns cette saison. Il était à 6. 554 yards déjà de gagné pour lui. Il ne jouera pas de toute la saison. Qu'est-ce que ça va changer pour Baltimore et pour Lamar Jackson? Ce que ça va changer, c'est déjà une soupape de sécurité en moins, impliquer plus les receveurs tels le rookie Zay Flowers ou Odell Beckham Jr. J'ai vu Rashad Bateman mener un touchdown Oui. aussi jeudi. Il faut aussi plus l'impliquer. Le problème, c'est qu'en poste de tie-in, je ne sais pas qui est derrière lui. J'ai oublié son nom. Parce qu'il n'y a plus le Nick Boyle, hein, il me semble. Hein. On va le retrouver. J'ai oublié l'effectif. Mais ouais, il faut. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils vont trouver un deuxième tie qui vont sortir de leur chapeau. Ah, voilà, c'est Azael Likely. Ouais, bah, Azael Likely, c'est plus un tie-in bloqueur qu'un tie-in receveur. Donc, à voir comment ils vont l'utiliser. Ouais, là, sur la depth chart, on voit Isaiah Likely et Charlie Collard qui sont les tight ends remplaçants, entre guillemets. Il va falloir, en effet, Hmm. trouver des remplaçants, trouver des solutions pour les Ravens. Mais bon, voilà, tout de même, les Ravens, belle victoire 8-3. Ils restent en tête de cette division. Ils vont voir en plus, on va en parler, mais les Browns et les Steelers s'affronter dès aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Ils ont vu les Bengals perdre, forcément, puisque ce sont eux qui les ont battus. Voilà, ils sont dans on va dire, à la place du conducteur, comme on dit dans cette voiture, et la division est pour eux. Encore faut-il qu'ils ne fassent pas d'erreurs, mais c'est une belle victoire pour les Ravens qui nous ont rassurés. Niti, Ouais. merci beaucoup. Bah, Merci merci à d'être toi. venu, d'être passé un petit peu Ouais. parler de. Un peu, c'est ton match, hein, j'ai l'impression que c'est un peu ton match. Hein, le match du jeudi soir, je sais pas, Ouais, ça fait ouais, ça combien fait de quatre, débriefs? ouais, ça fait 4 ou 5 fois cette saison, mais de toute façon, toujours à dispo pour le foot. Vu que j'écris la NCAA il y a quelques heures, après,
un petit somme et ensuite, voilà, je suis toujours disponible pour le fauteuil, pour débriefer le match de jeudi. De toute façon, tout le monde Très le bien. regarde, le match de jeudi, hein. Je vais militer pour qu'on t'appelle Niti TNF Smith. Je sais pas si ça te va. Sims, Ça plutôt, va, pardon. ça va, ça va, Je vais ça éviter va. d'écorcher ton nom de famille, mais voilà, Ah, Niti ça va. TNF Sims, dites-nous dans le chat, hein, si ça vous va. Mais voilà, c'est l'expert TNF, hein. Franchement, Thursday Night Football égale Niti, moi ça me va très bien aussi. J'ai apporté ton avis. Pourtant, j'ai pas l'abonnement Amazon, hein. Ben Franchement, voilà hein, pour le coup, ça va. Là, en France, on a la chance ouais, on n'est pas obligé de passer par Amazon. Bon, il faut passer ouais, par le Game c'est Pass ou ça. par Bein. Voilà. Voilà. En Ouais. tout cas, Niti, merci beaucoup. On va te Ah, merci à toi, libérer. Lucas. Ouais, pas de Peut-être qu'on se souci. retrouvera dimanche prochain. Ça sera pas avec moi. Moi, je serai du côté de d'M6. Mais peut-être D'accord. que tu seras là dimanche prochain. Je ne sais pas ce que c'est le TNF de jeudi qui arrive. Mais Hmm. nul doute que tu sauras à ce moment-là. Je pense. Ouais. Ok. Bon, On voilà. passe. On a une Ouais. petite question juste avant que tu partes, Ah, Niti. vas-y. Puisqu'on parle de au tank, ce sera le thème qui arrive juste après. T'es Mhm. fan des Giants? Tanking ou ranking pour les Giants? En un mot. Ouais, je pense qu'il n'y a pas il y a pas Il n'y a pas de débat. il y a pas de question, On est d'accord. hein. On est d'accord. Voilà. Non, tanking à fond, enfin à fond. On va essayer de gagner des matchs, mais deux, pas plus. Voilà. Ouais, on est Point. d'accord. On est d'accord. Et en effet, c'est ce que j'ai mis après. Et on a TD Actu dans le chat. TD Actu, c'est Camille hein, derrière qui a le savoir et qui nous dit c'est Thanksgiving la semaine prochaine, Niti. Donc tu vas avoir du boulot. Ah, Je te le dis que tu vas avoir du boulot bah ouais. Ah oui, il y a pendant le trois matchs. fauteuil. Il y a trois Eh matchs. Il y oui, a trois matchs. trois matchs. Ouais. Triple ration de Niti, TNF, Sims. Allez, je te laisse partir. Merci, Niti. Merci, Merci à Lucas. tous. Bonne soirée à tous. Bon match à tous. Allez, ciao, ciao, Salut. Niti. On va nous enchaîner. Et je ne sais pas s'il y a une pub, hein, je ne sais pas. J'espère que vous n'êtes pas en pleine pub. En tout cas, s'il y a une pub, Camille me le dira et me mettra le haut là. Mais on va nous enchaîner sur le thème de ce fauteuil. Je l'ai dit, je l'ai répété. Rank or tank, le ranking ou le tanking. Aujourd'hui, c'est un peu un thème fiction, hein. On se met à la place d'un général manager. On a choisi plusieurs équipes. On décide s'il faut tanker, s'il faut jouer les playoffs, jouer le ranking. Et on essaye de voir et on débat. Vous me dites ce que vous en pensez sur le chat. J'ai choisi quelques équipes. Je vais vous dire un petit peu comment on est arrivé à ces équipes-là avant de commencer parce que on a choisi, il me semble, une, deux, trois, quatre, cinq équipes. Cinq équipes et cinq et demi. Il y en a une, si on a le temps, on en parlera. Mais on a fait plutôt par élimination. Pas de pub. Ni Oniba qui me le dit, pas de pub, très bien. On peut enchaîner. En tout cas, on a fait un petit peu par élimination. J'ai pris les équipes qui sont dans la course au playoff, très clairement. Je suis allé sur le site de la NFL, j'ai regardé les 14 équipes qui sont actuellement qualifiées en playoff si jamais la saison s'arrêtait ici. Il y en a 14. En NFC, il y a les Eagles, les Lions, les 49ers, les Saints, les Seahawks, les Cowboys, les Vikings. Je pense que celles-là, on peut les éliminer d'office parce qu'elles vont forcément jouer le ranking. En NFC, c'est les Chiefs, les Ravens, les Jags, les Dolphins, les Steelers, les Browns, les Texans. Donc voilà, ça fait 14 équipes. Dans ces équipes-là, on peut rajouter les Bills. Je pense qu'il n'y a pas de débat pour les Bills parce qu'ils ne sont pas dans la course ils sont pas dans ils sont pas dans les qualifiés potentiels en playoff, mais bon, ils vont jouer les playoffs, donc il n'y a pas trop de soucis pour eux. Et j'ai rajouté deux équipes aussi dans le ranking parce que pour moi, euh, il y a deux équipes, les Panthers, Panthers qui n'ont pas leur premier tour. Donc c'est compliqué. Ah, une pub, petite pub, on m'a l'air sur une pub. On va essayer de gagner du temps, mais en tout cas là c'est l'explication, donc vous allez comprendre. Mais les Panthers n'ont pas leur premier tour, donc ça ne sert à rien pour eux de tanker. Et les Bears, qui ont eux le premier tour des Panthers, ça ne sert pas grand-chose, ça ne leur sert pas grand-chose de tanker non plus, parce que ils ont un premier tour qui ne dépend pas de leur résultat. En tout cas, ils auront le leur, mais on va dire que le premier tour qui sera le plus haut sera celui des Panthers, donc c'est pas forcément pour eux utile de tanker. Côté tank, on a deux équipes qui, pour moi, à mon avis, doivent très clairement tanker. Ce sont les Patriots et les Giants. Apparemment, et je vous dis apparemment parce que, comme vous le savez, on n'est pas particulièrement ici, en tout cas pour ma part, spécialiste de la NCAA. Nitti aurait pu en parler mieux que moi. Mais apparemment, il y aurait deux quarterbacks qui pourraient être très bons en arrivant de la NCAA. C'est Caleb Williams et Drake May, des quarterbacks universitaires. Donc, pour moi, les Patriots qui sont en galère, on peut le dire, de quarterback, hein, avec Mac Jones, Bailey Zappi, on ne sait plus, l'un l'autre va jouer. Apparemment, le vestiaire n'est plus aux côtés de Mac Jones, donc c'est compliqué. Donc, pour moi, il faut aller chercher un quarterback et le meilleur moyen, c'est d'être le plus bas possible. Donc, on va tanker, même si on le sait que le tank volontaire n'existe pas, mais c'est de la fiction.
Les Giants, pareil, il a dit, Nitti, c'est vrai qu'avec Daniel Jones, c'est compliqué aussi. Décidément, les Jones n'ont pas les faveurs de la NFL actuellement. Donc, bon, voilà, on va dire qu'Alec Williams, Drake May, ils peuvent être dans une de ces deux équipes-là, on verra. Peut-être même les Bears s'ils décident de partir et de ne pas choisir Justin Fields pour le futur, ce qu'ils n'ont pas fait, et ça aurait été dommage ce qu'ils n'ont pas fait l'année dernière. En tout cas, voilà, il reste quelques équipes. On peut éliminer aussi, par exemple, les Buccaneers qui sont, euh, qui sont à un match des playoffs. Les Buccaneers, ils sont à 4-5, je crois. Leur bilan est à 4-5, mais les Saints, juste devant eux, sont à 5-5. Ils peuvent espérer peut-être une qualification en playoff avec, avec un bilan faible, on va dire, comme l'an dernier d'ailleurs. Donc ils sont encore dans la course. Les Broncos aussi, je les ai éliminés parce que pour moi, les Broncos, Sean Payton, Russell Wilson, on joue le rank, on joue pas forcément les playoffs, mais on essaye de progresser, on essaye d'avancer, on essaye d'aller mieux. Donc pour moi, les Broncos ne sont pas dans cette course-là. Et puis voilà, après, hein, s'il y a d'autres équipes, vous allez me dire, mais pour moi, il y a 5 équipes dont j'aimerais parler. Ce sont les Falcons, les Packers, les Jets, les Titans et les Rams. Voilà. Atlanta, Green Bay, New York, Tennessee, Los Angeles Rams. 5 équipes pour moi où la question se pose vraiment. On a une question pour moi qui, voilà, on va se poser la question, est-ce qu'on joue les playoffs, ou en tout cas jusqu'au bout, ou est-ce qu'on essaye de descendre dans cette draft et de perdre ces matchs? Si on est GM, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes GM, on va commencer par Atlanta, peut-être. Si on est général manager d'Atlanta, qu'est-ce qu'on fait? Et on le voit, c'est compliqué à Atlanta. Et c'est euh, la vraie question, c'est le quarterback. Le quarterback, c'est vraiment la question parce que on a Desmond Reader. Apparemment, la news est sortie comme quoi ce serait Desmond Reader qui allait jouer aujourd'hui. Tyler Heinicke qui a joué aussi. C'est compliqué. On a deux quarterbacks, mais on a tendance à dire que quand on a deux quarterbacks, on n'en a pas. On avait Desmond Reader, il était jeune, il a été drafté récemment, on voulait le faire monter. Il n'a pas donné satisfaction. Il a été un petit peu blessé, donc ça a donné l'occasion à Arthur Smith on va dire, de changer et de mettre Tyler Heinicke. On espérait que Tyler Heinicke allait être un petit peu mieux. Il ne l'a pas été. On va rechanger. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à Atlanta? Et c'est vrai qu'à mon avis, ce serait bien de tanker. Alors, comme je le dis, on est dans la fiction, les équipes ne tankent pas volontairement, mais en plus, la trade deadline est passée. Donc, parfois, on sait que c'est les trades qui peuvent envoyer les meilleurs joueurs ailleurs pour récupérer des tours de draft et affaiblir un petit peu de cette manière-là les équipes. Donc, c'est vrai. Après, si on est GM, déjà, on ne dit rien quand on veut tanker. Sinon, à coup sûr, on va finir comme les Dolphins. C'est Scorgneux qui nous dit ça. En effet, c'est pour ça que je vous dis ça. En effet, on est sur de la fiction. Mais je veux dire, en tant que supporter d'Atlanta, par exemple, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer dans cet entre-deux un petit peu compliqué où on sait que ça va être compliqué d'aller chercher les playoffs? Encore que je crois que leur bilan est à 4-6. Donc, c'est encore, voilà, je le disais 4-5 côté Tampa Bay, un match des Saints qui sont à 5-5. Pour les Falcons, c'est un match aussi. Alors, c'est une victoire, ils ont un match en plus que les Saints, mais c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, les Falcons, il faut plutôt regarder la draft désormais. Le problème, et ça va être le cas sur certains autres coachs, le problème, c'est Arthur Smith. Parce que Arthur Smith, on attendait de lui on va dire, qu'il fasse progresser cette équipe, et on n'a pas l'impression que Atlanta progresse, que ce soit offensivement. Lui qui venait des Titans, qui avait développé un jeu au sol qui était très performant. On l'a vu par séquence l'an passé. On le revoit un petit peu par séquence cette année et c'est compliqué tout de même. Donc, est-ce que un coach qui est en danger ne va pas essayer de tout jouer pour tout gagner et pour essayer de sauver sa peau? C'est aussi ça ce qui est compliqué dans le tanking. Mais pour moi, une équipe comme Atlanta, elle doit regarder la draft. Elle doit regarder la draft parce qu'il y a encore de gros manques et surtout s'il y a ce problème au poste de quarterback qui n'est pas réglé. Et si on ne prend pas des décisions, l'année dernière, on avait commencé à le sentir un petit peu. On a décidé de ne pas prendre de décision. On a récupéré un quarterback remplaçant du côté de Tyler Heinicke en se disant ça serait peut-être un remplaçant qui va nous aider au cas où, mais on fait confiance à Desmond Reader. Au final, Desmond Reader,
Il n'a pas prouvé grand-chose. Il ne s'améliore pas beaucoup, alors qu'on a mis des choix de draft dans les joueurs offensifs, hein. On parle de Robinson, mais on peut parler de Kyle Pitts, on peut parler de Drake London, qu'on ne voit pas éclore. Et c'est ça aussi le problème d'Arthur Smith. Donc pour les Falcons, voilà, je ne sais pas pour vous, Falcons, le ranking ou le tanking, qu'est-ce que vous en dites dans le chat? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour jouer le tanking ou est-ce que une équipe comme Atlanta doit jouer le ranking? Nio Niba qui dit c'est impossible pour moi de tanker maintenant, voire en général, tu donnes une culture de la loose aux joueurs. C'est sûr. C'est vrai que le tanking, c'est particulier, mais on parle plutôt de manière philosophique, en effet. Mais c'est vrai que tanker, surtout quand on est une équipe avec un coach en danger, je l'ai dit, c'est compliqué. Guigui Twig qui dit tanking pour récupérer quoi, un 4-6. Ah oui, mais c'est dans une équipe comme Atlanta, ça serait quelque chose qui pourrait valoir le coup. En tout cas, voilà, pour moi c'est tanking pour les Falcons, c'est décidé. Dites-moi, n'hésitez pas si vous êtes d'accord ou pas. Je vais enchaîner pour l'instant avec une équipe qui pose question aussi, les Rams. Les Rams de Los Angeles. On tank, on joue le ranking. Les Rams de Los Angeles, on va regarder, mais sur déjà les Rams de Los Angeles, ils jouent aujourd'hui, pour vous donner une idée. Alors attendez, bougez pas. Los Angeles, si je retrouve la page, on est face aux Seahawks. On se déplace à Seattle. Merci Laurentin HS. En effet, déplacement aux Seahawks pour les Rams. Et puis surtout, on est à 3-6 pour l'instant. 3 victoires, 6 défaites. Ils avaient bien commencé la saison. On avait vu un Matthew Stafford qui était bon, voire très bon. Ils avaient d'ailleurs battu les Seahawks dès le premier match. Et puis, ça avait été un match accroché face aux 49ers. Ils avaient perdu face aux Bengals aussi de manière accrochée. Ils battent les Colts. Ils sont à 2-2. Ils sont à 3-3. Et là, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Et il y a Adrien MTL13 qui nous dit il tank déjà. Est-ce qu'il tank vraiment? C'est vrai qu'on peut se poser la question. En tout cas, Jalen Ramsey est parti, par exemple. Donc, c'est vrai qu'ils ont perdu 3 matchs consécutifs face aux Steelers, face aux Cowboys, face aux Packers. Et pour le calendrier, c'est pas forcément le plus compliqué, hein. On a cette réception des Seahawks, qui n'est pas évidente. On a ensuite déplacement chez les Cardinals, qui peut être une équipe, à la lutte pour le tanking. On a les Browns, déplacement aux Ravens, réception des Commanders, réception des Saints, déplacement aux Giants, déplacement aux 49ers. C'est vrai que ça peut être une équipe. On a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Eh bien, ça peut finir si on joue à fond à 4-4, hein. 4 victoires, 4 défaites. Ce ne serait pas déconnant, comme on dit, avec des matchs face aux Giants, matchs face aux Cardinals. On sait qu'ils sont bien coachés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les Rams? C'est quoi le plafond, comme on dit, cette saison? Parce que quand je vois une réception des Seahawks, je me dis qu'ils ne sont pas invités, malgré le fait qu'ils les ont battus, lors du premier match. Mais ça peut être compliqué. Euh, on a une question, je regarde, on nous demande qu'est-ce que c'est le tanking, c'est ça? Marco 74 foot, ça veut dire quoi tanker? C'est vrai que j'aurais dû commencer par là et je m'en excuse fortement parce que c'est un terme qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. On t'a répondu Marco, mais en effet, tanker, c'est perdre volontairement. On va dire comme ça, faire exprès de perdre et de laisser l'équipe perdre pour gagner des choix de draft dès l'année prochaine. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément autorisé, en effet, il faut le dire aussi. Mais c'est quelque chose, forcément, on en parle quand il y a des joueurs qui arrivent d'université, qui sont forts, on se dit bah, pourquoi pas perdre un petit peu des places au classement pour essayer de gagner des places à la draft. Bon, après, il y a Articoti qui nous dit tanker n'existe pas en NFL. Je suis d'accord que je ne pense pas que le tank à proprement parler, les défaites volontaires, surtout au sein des équipes NFL et non pas dans les instances dirigeantes, mais au sein des joueurs et des coachs. Je ne pense pas que tanker, ce soit quelque chose qui existe véritablement de manière organisée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un joueur qui se dise à dimanche on rentre pour perdre. Maintenant, il y a des choses qui sont faites aussi pour ne pas forcément aider l'équipe à s'améliorer. Voilà. Et Articotti, on est d'accord, pas les joueurs, les coachs, on est d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé en disant on se positionne en tant que général manager. Parce que c'est les général managers, c'est les dirigeants qui disent bah, cette saison, elle est à jeter.
En gros, en fait, la question, si vous préférez, c'est est-ce qu'on jette cette saison-là ou est-ce qu'on continue à fond la saison? Qu'est-ce qu'on fait du côté des Rams? Qu'est-ce qu'on peut espérer cette saison? Qu'est-ce qu'on peut véritablement espérer? On est à 3-6. Devant, il y a San Francisco, il y a Seattle qui sont à 6-3, donc il y a déjà 3 victoires d'avance. On voit un calendrier qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas forcément difficile, qui est un peu entre les deux. On ne peut pas espérer grand-chose côté Rams. Et en même temps, on a des joueurs, on a des Aaron Donalds, on a des Matthew Stafford qui est un petit peu blessé. On a un coach qui, chaque année, on a l'impression, se dit qu'il va arrêter ou nous dit qu'il va arrêter. L'avantage, c'est qu'il ne semble pas être en danger. Et donc, pour lui, il peut travailler sereinement sans se soucier véritablement des victoires et des défaites s'il avait envie. Pas sûr qu'un coach, et notamment Sean McVay, ne se soucie pas des victoires et des défaites. Donc, c'est compliqué pour Los Angeles. Il y a Laurentin Hachès qui nous dit après la NFC, c'est serré, 3 victoires, c'est pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup, mais c'est pas si loin. Ouais, ça reste beaucoup tout de même, 3 victoires, surtout quand il reste peu de matchs. On l'a dit, hein, je le recompte, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 matchs. Ça veut dire qu'il faut reprendre 3 matchs sur 8 à des équipes comme San Francisco, à des équipes comme Seattle. L'avantage, c'est qu'ils vont jouer face à ces deux équipes-là. Après, on peut espérer la septième place des playoffs parce qu'on le sait désormais, il y a cette septième place. Côté Rams, c'est une vraie question pour vous, est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on continue? Dites-moi dans le chat, n'hésitez pas. Pour moi, encore une fois, je pense que côté Rams, on peut continuer. On peut continuer et jouer à fond sans forcément espérer peut-être les playoffs, mais jouer à fond parce qu'il y a du talent, il y a un Sean McVay, ça peut drafter correctement. Et je pense que les Rams, ils ont une organisation qui est faite et qui ils ont déjà préparé plus ou moins la suite un petit peu cette saison. On le sait, ils prennent aussi pas mal de cap hit, comme on dit. Ils payent beaucoup de joueurs qui ne sont pas là ou ils essayent de faire une vraie année de transition. Donc, c'est vrai que, allez, on va dire que les Rams, ils jouent le ranking. Il en faut, hein. Pour moi, Falcons tanking, les Rams ranking. Allez, on passe à une autre équipe. On passe à une autre équipe. On a classé ces deux-là. Les Titans. J'ai bien envie d'avoir votre avis sur les Titans. Euh, Mark Fancy qui nous dit les Rams, ils sont plus branchés trade que la draft en général. Donc moi, je dis tanking plus trade. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent tanker pour avoir un haut choix de draft parce que c'est ça aussi la question, hein. Ils peuvent avoir un haut choix de draft qu'ils peuvent envoyer ailleurs à une équipe qui en a besoin, à une équipe qui peut envoyer un joueur. C'est vrai que c'est ça là aussi la solution. C'est ça aussi la solution. Cette année, le tableau est ouvert, il n'y a pas d'énorme domination, donc tout est encore jouable à mi-saison. Z le Rouge qui est en train de nous dire qu'on fait ce thème beaucoup trop tôt dans la saison. C'est ça que tu es en train de nous dire, Z le Rouge. Écoute, peut-être, en effet, mais on va continuer. On a encore 3 équipes. On a encore 3 équipes qu'on a identifiées. Et on a envie de parler des Titans. Les Titans avec Will Levis. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à Tennessee? Parce que on sent véritablement que ça a été compliqué en début de saison. Ryan Tannehill revient d'ailleurs aujourd'hui, mais il revient sur le banc. On a décidé de garder Will Levis sur, euh, sur toute la saison. Et là, Caso 30, il nous dit Titans tanking. Donc, je peux. Alors, Fabien Aubard qui nous dit tu peux rappeler les fiches, Lucas, quand tu abordes une équipe, s'il te plaît. Bien entendu, je vais vous donner la fiche des Titans et puis on va même regarder un petit peu le calendrier qui arrive. Les Titans, ils sont donc dans cette AFC, la AFC Sud, ils sont comme les Rams à 3 victoires, 6 défaites du côté des Titans. 3 victoires, 6 défaites, qu'est-ce qu'on fait? On est sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs, hein. La seule victoire, ça a été face aux Falcons. Les Titans qui se déplacent du côté de Jacksonville dimanche, on en parlera, et qui vont ensuite jouer, et c'est là la vraie question qu'il va y avoir sur le tanking, parce qu'ils vont jouer j'ai envie de dire, des adversaires directs dans le tanking, avec réception des Panthers, réception des Colts, 2 équipes qui pourraient être dans la course. Les Panthers, on l'a dit, enfin, en tout cas dans la course, qui sont en bas de classement, en tout cas. Les Panthers, on le sait, ce sont les Bears qui ont le premier tour. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait face aux Panthers? Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on perd? Voilà. Les Colts, c'est pareil. Après, il y aura les Dolphins, il y aura les Texans 2 fois, les Seahawks et les Jaguars. Donc là, peut-être qu'on va pas forcer le talent pour perdre face aux Dolphins ou face aux Jaguars ou aux Texans 2 fois qui sont plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait à Tennessee? Est-ce que l'idée c'est de faire progresser Will Levis, mais est-ce qu'on le fait progresser en espérant perdre
pour pouvoir lui apporter des solutions dès l'année prochaine. On n'a pas tradé Derrick Henry, par exemple, durant la trade deadline, enfin juste avant la trade deadline. On n'a pas tradé DeAndre Hopkins non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas réussi à vendre Henry, ils doivent tester Levis, il faut jouer leur effectif à plein. C'est peut-être ça, Scornieux qui nous dit les Titans, même sans se forcer, c'est chaud. S'ils se forcent, ils risquent de cramer Levis. Oui, c'est ça aussi. Est-ce qu'on essaie de le faire lancer à tout va? Est-ce qu'on le protège et quitte à perdre les matchs ou ne pas être compétitif dans tous les matchs? Donc, c'est une vraie question, hein. C'est une vraie question, les Titans à 3-6. On est, comme on le disait, on n'est pas encore loin, on n'est pas décroché totalement on va regarder en NFC, je vais vous dire qui est qualifié septième en AFC, pardon. Je vais vous donner dans les deux conférences, comme ça vous allez le savoir, qui est qualifié septième. Parce qu'on imagine que, par exemple, les Titans, ils peuvent plus du tout se qualifier en playoff en gagnant leur division. Imaginons, pour l'instant, ce sont les Texans qui sont septième avec 5 victoires, 4 défaites, et les Vikings de l'autre côté avec 6 victoires, 4 défaites. Donc on va se concentrer sur l'AFC pour les Titans. 5 victoires, 4 défaites. On est quand même à deux matchs de retard, mais on va jouer deux fois les Texans, par exemple. Donc, ils ne sont pas décrochés. En effet, comme le dit Hervé78, ils ne sont pas décrochés. Et en même temps, est-ce qu'on a envie d'aller batailler, d'aller gagner quelques matchs pour se retrouver peut-être huitième, neuvième dans cette conférence et puis perdre quelques tours de draft, enfin en tout cas quelques choix dans la draft, quelques places dans la draft, je vais y arriver, mais vous m'avez compris. Donc, ouais, c'est compliqué. Pour moi, les Titans, ça sera tanké. Ça sera tanké. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, je les vois mal rivaliser avec les Texans. Par exemple, ils vont jouer deux fois face aux Texans. Je les vois mal rivaliser. Donc, autant peut-être avoir le plus haut choix possible. Il y a des receveurs qui arrivent apparemment à la draft. On parle forcément d'Harrison. Il y a toujours de bons linemen offensifs qui arrivent. On va pouvoir peut-être aller brader ou en tout cas trader un Derrick Henry. Donc c'est une question qui va se poser pour les Titans, mais pour moi, on tank côté Titans. On met les joueurs du bout du banc sur le terrain à chaque fois et on perd tous les matchs 50-0. Et comme ça, on. Non, je rigole, bien entendu, vous m'avez compris. On fait un peu d'humour, forcément. Mais voilà, pour moi, les Titans, ça sera du tanking parce que ce que j'ai expliqué, même si c'est vrai que le fait de ne pas avoir vendu, ou en tout cas de ne pas avoir tradé d'Eric Henry, ça pose question. Ça pose question. Laurentin Hachès qui dit en fait, je ne sais pas définir pour cette équipe. J'aurais tendance à dire faut jouer à fond, mais est-ce que ça tanque pas quand même en faisant ça? C'est vrai, hein. C'est vrai que les Titans, ils peuvent jouer à fond et tout de même tanker. Donc, c'est une question. Il y a une vraie question aussi et ça va peut-être être encore plus il va y avoir encore plus un débat peut-être. Les Jets, les New York Jets. New York Jets, ils sont dans cette AFC, donc tout comme les Titans, ils sont à 4 victoires, 5 défaites. Actuellement, ils sont allez, à un match de la septième place. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à New York? On le voit, Zach Wilson est en grand danger, en tout cas en grand danger. Non, on va dire, il est en difficulté. Voilà, il est plutôt en difficulté parce que c'est très compliqué. On a vu aussi qu'il y avait eu pas mal de remous dans l'équipe. Garrett Wilson a voulu parler dans le vestiaire. Ça a discuté. Forcément, l'équipe, elle a été changée totalement au moment de la blessure d'Aaron Rodgers en début de saison. Et donc, du coup, il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue à fond en attendant un potentiel retour d'Aaron Rodgers? On commence à parler de décembre. Mais est-ce que véritablement on est sûr qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir à son niveau? Il n'aura pas eu beaucoup de matchs pour se régler et on arrivera près des playoffs. Est-ce qu'on décide de ne pas jouer à fond parce que de toute façon, quoi qu'il arrive avec l'attaque qu'il y a actuellement, c'est compliqué et qu'on préfère garder un Aaron Rodgers un petit peu au frigo et, euh, et se dire on l'aura pour l'année prochaine. Il y a des rumeurs qui commencent à dire qu'ils aimeraient bien retrouver un duo Davante Adams, Aaron Rodgers l'année prochaine. Donc, donc c'est compliqué. Non, non, Scornieux. Alors, Scornieux qui dit Jess tanké, mais pourquoi ils ne vont pas aller chercher un QB? Il y a de bons O-line et receveurs à la draft. Ou il y a des bons O-line et receveurs à la draft. Oui, mais justement, est-ce qu'on n'a pas besoin de O-line? Est-ce qu'on n'a pas besoin de receveurs? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un haut choix de draft pour peut-être aller chercher un Davante Adams, hein? On fait de la fiction, mais
Un haut choix de draft, il va toujours avoir de la valeur en NFL, on le sait, qu'on ait un quarterback ou qu'on n'en ait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, alors, si par exemple, si Rodgers revenait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait jouer? Donc, Z Le Rouge qui dit Rodgers a parlé d'un retour mi-décembre, donc dans 3-4 matchs. L'avantage, c'est que dans 3-4 matchs, on saura. Dans 3-4 matchs, on saura pour les Jets si c'est terminé ou si ça ne l'est pas. Mais c'est vrai que si dans 3-4 matchs, les Jets sont à 5-7, par exemple, avec une victoire de plus, mais deux défaites, est-ce qu'on le refait jouer? Je ne suis pas sûr. Ou est-ce qu'on le fait jouer pour qu'il prenne un petit peu de repères? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les Jets doivent jouer à fond. Mais c'est vrai que avec cette incertitude Rodgers, je dirais qu'on joue à fond. Le calendrier des Jets, je vais vous le donner. Il est, on est dans l'AFC Nord. Bougez pas. On joue déjà les Bills cette semaine, vous le savez. Ça va pas être évident, hein, deux équipes qui sont un petit peu malades offensivement. Euh, les Jets, ils jouent à l'extérieur. Bougez pas. On a un déplacement à Buffalo, la réception des Dolphins, réception des Falcons, réception des Texans, 3 matchs à domicile consécutifs, déplacement à Miami, réception des Commanders, et enfin on termine avec le déplacement chez les Browns et déplacement chez les Patriots. Alors ce match à New England en semaine 18, à mon avis, il, il va pas être hyper intéressant si les Jets continuent comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En plus, ils peuvent encore passer devant les Bills. Les Jets, la wildcard est loin, mais pas impossible. Oui, mais il faut savoir que les Bills ne sont pas en wildcard pour l'instant. Donc, ce sont les Texans qu'il faut aller chercher pour la wildcard. Mais c'est vrai qu'il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu ce sujet-là. J'ai envie de dire que pour les Jets, on va savoir hein, dans les 2 prochaines semaines. Hein. Déplacement à Buffalo, réception des Dolphins. 2 matchs qu'il faudra gagner. Si on fait un 0-2 à ce moment-là, on se retrouvera donc, je l'ai dit, à 4-7. 4-7, je pense qu'on pourra dire adieu à New York, mais je pense que New York, on peut jouer à fond. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais New York, on joue le ranking. Euh, pour le coup, vu ce qu'ils ont lâché pour Rodgers, il ferait mieux d'améliorer leur ligne offensive, nous dit McNepsy. Ah oui, en effet. En effet, mais pour améliorer la ligne offensive, il va falloir un bon choix de draft. Silver 3 qui nous dit oh la belle purge en devenir Jetspats semaine 18. Oui, ouais, ouais, je te confirme. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que voilà, les Pats qui seront, à mon avis, et là, à mon avis, sur ce match-là, ça va être vraiment à celui qui ne veut pas gagner le plus, hein, parce que les Pats, ça va être une belle course, à mon avis, avec les Giants pour avoir le choix le plus bas en tout cas le choix le plus haut de draft et donc le bilan le plus bas. À mon avis, ça va être cette course-là. Ces deux équipes qui sont en besoin criant de quarterback, en espérant que, en espérant que Chicago ne récupère pas un quarterback avec le premier choix de la draft que les Panthers pourraient avoir. Bon, on est sur de la fiction. Bon, voilà. Et Nio Nima qui nous dit et Saleh a toujours rien prouvé. C'est aussi ça l'autre partie de la question. C'est Robert Saleh. Est-ce que s'il y a encore un match enfin encore une saison avec très peu de victoires et des joueurs qui ne progressent pas, est-ce qu'on ne va pas décider de l'évincer, de mettre un nouveau coach avec Aaron Rodgers? Peut-être qu'Aaron Rodgers voudra un nouveau coach, on ne sait pas. On sait qu'il a beaucoup de pouvoir et surtout beaucoup d'envie. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour New York, mais moi je pense qu'au moins sur les 2 prochaines semaines, il va falloir jouer à fond. Jouer à fond parce que c'est ouvert en AFC. Donc jouons à fond et puis on verra ce que ça donne côté New York. On va les classer dans le ranking. Ranking, on est à 2-2, je crois. Hein. Les Falcons, on a dit, je crois qu'on a dit Jets et Rams ranking et Titans et Falcons tanking. On va terminer avec les Packers. Les Packers, qu'est-ce qu'on fait à Green Bay? Je ne sais pas s'il y a des supporters de Green Bay dans le chat, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les Packers? Est-ce qu'on joue à fond? Est-ce qu'on ne joue pas à fond? Et comme on m'a demandé de vous donner les bilans, je vais vous les donner. Bougez pas. Côté Green Bay Packers, qu'est-ce que Green Bay qui va jouer cette semaine, qui reçoit les Chargers, une autre équipe hein, qu'on aurait pu évoquer d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres équipes que vous voulez qu'on évoque, on peut le faire. Green Bay, Green Bay, on est sur un bilan de 3-6. 3-6, et puis surtout, on est sur une pente descendante catastrophique euh, du côté de Green Bay. On est, si je compte bien, 5 victoires sur les 6 derniers matchs. 5 défaites, pardon, sur les 6 derniers matchs. 5 défaites en effet sur les 6 derniers matchs. La victoire, c'était face aux Rams il y a 2 semaines, vous en rappelez, mais avant ça, il n'y avait eu que 2 victoires face aux Saints et aux Bears, et c'était il y a un moment déjà. Donc j'ai l'impression que là, ça fait un peu l'unanimité. Laurentin HS qui nous dit full tanking, manque trop de choses.
Voilà, c'est ça la question. Il manque beaucoup de choses. Pastaga qui nous dit les Packers devraient tanker, autant continuer leur reconstruction avec le GM. Ah, mais le GM est tellement nul que ça ne servirait à rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on est à la place du GM. Tu es en train de me dire que je suis nul en tant que GM des Packers, c'est ça, Pastaga. Mais là, on se met à la place du GM, mais en effet, c'est vrai qu'en tant que supporter, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande on demande à ce que l'équipe ne gagne pas, de souffrir un petit peu cette saison pour pouvoir reconstruire l'année prochaine, mais quand on voit en effet des décisions qui sont prises en interne, c'est peut-être un peu compliqué. Mais là, j'ai l'impression que les Packers, alors je pensais que ça ferait un peu plus de débat, mais j'ai l'impression que qu'il n'y a pas de débat dans le chat. McNepsy qui nous dit on vire le coach et on garde l'amour, bien entendu, on garde Jordan Love. Laurent Tanner qui dit Jordan Love, il est nul. Les Packers, ils jouent les Chargers, les Lions, puis les Chiefs. C'est Paul Hack qui nous dit ça. Et en effet, je ne vous ai pas parlé du calendrier, mais c'est réception des Chargers, déplacement à Détroit, réception des Chiefs. Et ensuite, il faudra jouer les Giants, les Buccaneers, les Panthers, les Vikings, les Bears. La fin de calendrier est un petit peu mieux. Mais justement, est-ce que quand on arrivera en fin de calendrier avec 4 matchs à jouer, est-ce qu'on aura envie de gagner ces matchs-là si on est supporter des Packers? Ou est-ce qu'on se dira, bah, vaut mieux perdre un match contre les Buccaneers qui peut être accroché, mais vaut mieux perdre 18-17 que le gagner 17-18 face aux Bears en semaine 18? Est-ce que vaut mieux pas laisser ce match-là et le perdre pour gagner encore des places dans cette draft? C'est vrai que c'est la question. Mais il y a du ménage à faire, en effet, comme le dit Caribé 2, il y a plus de ménage à faire dans la direction des Packers que parmi les joueurs. Oui, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, pour moi, je pense que c'est du tanking. Tanking pour les Packers, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à repenser. La saison est déjà perdue. On a beaucoup parlé de l'AFC, mais en NFC, c'est encore plus compliqué d'aller chercher une place en playoff pour l'instant, parce que les Vikings sont septième avec 6 victoires et 4 défaites. Donc il y a un bilan positif et il y a 6 victoires pour aller chercher pour l'instant la, la place de playoffable, comme on dit. Et derrière, il y a des équipes, il y a des équipes comme les Buccaneers qui sont huitièmes dans la bulle, comme ils disent. Il y a les Commanders dont on n'a pas parlé, on n'aura pas le temps, mais il y a d'autres équipes. Donc c'est compliqué pour les Packers, mais à mon avis, en effet, il faut plus regarder le bas du classement et donc le haut de la draft que l'inverse. À mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on va partir sur du tanking, pardon, tanking. Ouais, c'est ça aussi, d'avoir deux mots qui se ressemblent, hein. Ça fait sympa, ça fait le jeu de mots, mais après, c'est compliqué. On va partir sur du tanking pour l'équipe Packers. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres équipes dont vous vouliez qu'on parle, mais par exemple, les Cardinals, pour moi, les Cardinals, il faut qu'ils jouent à fond, parce que déjà, quand bien même jouer à fond, ils vont pas forcément gagner beaucoup de matchs. Et puis, ils ont le retour de Kyler Murray. Ils ont déjà un quarterback, normalement, si on veut garder Kyler Murray. Donc l'idée c'est d'essayer de progresser, d'essayer de laisser le moment à Jonathan Gannon pour faire améliorer cette équipe. Donc voilà, et puis quand on remonte le classement, on a les Chargers. Chargers, il y a beaucoup d'espoir sur les Chargers. J'ai du mal à imaginer que les Chargers doivent tanker. On a Adrien MTL qui nous dit 13, pardon, qui nous dit les Colts. Bien, les Colts, c'est vrai que c'est une question, hein. Colts Raiders, par exemple, on peut les mettre dans le même panier. Qu'est-ce qu'on fait avec les Colts et les Raiders? Parce on est à 5-5, hein. Les deux équipes sont à 5-5. Les Colts sont à 5-5, les Raiders sont à 5-5. C'est-à-dire une victoire de la septième place, une demi-victoire parce que les Texans sont à 5-4. Il y a un match en moins pour les Texans. Les Colts et les Raiders n'ont pas eu leur bye encore. Les Colts l'ont cette semaine. Les Raiders jouent face aux Dolphins. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait les Colts? On sait qu'on a un Richardson qui est un peu blessé, qui devrait peut-être revenir. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Non, Richardson, il est absent pour toute la saison, pardon, il me semble. Il me semble, je fais la confusion. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on fait côté Colts, qu'est-ce qu'on fait côté Raiders? Euh, il y a des manques dans l'effectif, comme on dit. Pour moi, les Raiders, ils ont peut-être un petit sursaut d'orgueil là sur ces deux derniers matchs, avec les deux victoires commandées par Pierce, mais est-ce que voilà, c'est difficile de tanker. Caso 30 qui nous dit 5-5, difficile de tanker pour le moment. C'est vrai que c'est difficile de se dire qu'à une demi-victoire de la septième place et donc des playoffs, et puis une fois qu'on est en playoffs, on sait d'une part tout peut arriver, d'autre part les jeunes joueurs prennent l'expérience et ça peut permettre d'évoluer, hein, notamment l'an passé avec les Jaguars. Donc c'est vrai que 5-5, c'est pour ça que je les ai enlevés. C'est compliqué de les éliminer et de leur demander de tanker ou d'imaginer un tank. Voilà, on va en rester là. Écoutez, ça a au moins amené le débat, comme quoi ça nous a permis de débattre
sur ces équipes-là. Et puis on verra surtout ce que ça donne. Et puis encore une fois, comme on dit, difficile d'imaginer que le tanking soit, disons, soit volontaire et surtout de la part des joueurs et des coachs. On va passer au pronostic du jour alors que j'ai un tout petit peu de retard. Donc on va essayer de faire ça assez bien, assez bon. Du côté des pronostics, je ne sais pas si Camille est capable de nous sortir le classement des pronostics. Et je dis ça, mais je sais qu'il est capable, hein. Le classement des pronostics, voilà, il suffit de le demander. Actualisé en plus, voilà, ça c'est incroyable. Le classement des pronostics, vous le voyez. On avait tous misé sur les Ravens, hein, la semaine dernière. Et puis vous le voyez, un peu de jaune dans une colonne. Alors forcément, je suis tout seul, j'en profite, je fais le beau. Écoutez, j'en profite parce que je ne crois toujours pas à gagner ce concours de pronostics avant la fin de la saison. À mon avis, je vais me faire rattraper. Donc pour l'instant, j'en profite, je fais le beau. Et puis vous serez les premiers. N'hésitez pas dans le chat ou ailleurs à me rappeler que j'avais fait le beau et que je perdais, que je vais perdre ce concours de pronostics. Toujours est-il que je suis à 101 pour l'instant. Vous le voyez. Derrière moi, on a Victor qui revient bien. Victor qui a 95, qui a 6 points de retard. Et puis, il y a Raphaël et Alain, vous l'avez vu, à 94. Les pronostics de cette journée, on va parler des Panthers Cowboys. Le match qui, à mon avis, est l'un des matchs les plus déséquilibrés de cette journée, de cette semaine 11. Pour moi, ce sera les Cowboys avec une très bonne saison pour l'instant des Cowboys qui ont tendance à faire le boulot tout de même face à des équipes qui sont plus faibles. Donc, à mon avis, ce n'est pas forcément là où on les attend. Les Cowboys, on les a vus bien batailler face aux Eagles. Ce sera face à de grosses équipes. Je pense qu'ils sont capables de faire, on va dire, le travail. Et d'ailleurs, vous le voyez, tout le monde a mis les Cowboys. Côté Browns Steelers, duel d'AFC Nord. Et là, c'est un petit peu plus partagé. Raphaël, Raoul et moi avons décidé les Steelers. Victor, Grégory, Alain ont décidé les Browns. Sans Deshaun Watson, ça me paraît compliqué. Ça va être un duel défensif pour moi. Et je pense que Pittsburgh peut s'en sortir, peut remporter ce match. C'est certes à l'extérieur, mais on le sait, hein, Pittsburgh, ils ont tendance à rendre les matchs un peu sales, comme on dit. Et du coup, remporter ces matchs-là. Et je pense qu'ils vont pouvoir le faire face aux Browns. Ensuite, on a un Lions-Bears. Vous le voyez, Lions-Bears, c'est unanime, forcément, un match déséquilibré aussi dans cette NFC Nord. On a victoire des Lions, tout le monde. Je pense que ça paraît assez logique. Euh, Packers, Chargers aussi. Là aussi, les Chargers, on a parlé des Packers tout à l'heure, les Chargers qui sont absolument en besoin de victoire. On les a vus perdre face aux Lions la semaine dernière, qui étaient meilleurs qu'eux, mais je pense que Los Angeles est meilleur que Green Bay sur ce match. Et je pense que, et d'ailleurs tout le monde est d'accord avec moi, tout comme les matchs précédents. Il n'y a pas beaucoup de matchs où on a un avis qui diverge, hein. On voit Texans Cardinals, là aussi, match déséquilibré. Houston qui est devant pour tout le monde, qui risque, voilà, qui s'accroche à ce strapontin en playoff, qui peut mettre la pression sur les Jaguars, pourquoi pas. Donc, à mon avis, victoire de Houston avec une belle dynamique. Jaguars Titans, c'est pareil. Les Jaguars qui sont pour l'instant en tête de cette AFC Sud, qui devraient, à mon avis, faire le boulot face aux Titans. C'est l'avis de tout le monde pour l'instant. Dolphins Raiders, c'est le match qui est sur Sisplay, hein. N'hésitez pas, comme on dit, à aller donner de la force, à aller regarder et à apprécier les commentaires d'Alain et Victor, hein, il me semble. C'est Victor qui sera avec Alain. Ça risque d'être un beau match parce que les Raiders sont un petit peu mieux. On a envie de voir les Dolphins. Mais voilà, je pense que les Dolphins seront devant. Commanders, Giants, on a encore un duel de division. On est dans la NFC Est ici. On a tout le monde misé sur les Commanders parce que les Giants, c'est compliqué. On a vu que Saquon Barkley devait être de retour, hein. Il devrait jouer en tout cas. Mais c'est vrai que les Giants, c'est compliqué. C'est très défensif. Mais les Commanders, on le voit, sont capables voilà, Samuel est le quarterback qui lance le plus de yards, hein, cette saison, aussi compliqué que cela puisse paraître. En tout cas, aussi surprenant que cela puisse paraître, pardon. Samuel est celui qui lance le plus de yards. Donc, il peut trouver des solutions. C'est pas flamboyant, c'est pas exceptionnel. Il y a pas mal d'erreurs. Et face à une équipe comme les Giants, ça sera, à mon avis, même, euh, même avec quelques erreurs, ça devrait passer face aux Giants. 49ers, Buccaneers. 49ers qui nous ont rassurés la semaine dernière, qui, à mon avis, vont repartir sur une belle dynamique. Et d'ailleurs, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde pense que les 49ers vont gagner. Donc voilà, on est encore sur une unanimité, tout comme Bills Jets. Bills Jets, on est en deuxième partie de soirée là, à ce moment-là. Bills Jets, les Bills qui ont absolument besoin de cette victoire. On l'a vu, hein, les Bills, ils sont à 5-5.
et ils ne sont pas dans les playoffs pour l'instant. Si la saison s'arrêtait là, le Buffalo serait en dehors des playoffs. Ils ne sont pas loin, ils sont à une demi-victoire de Houston. Mais bon, les Bills, ils doivent forcément gagner. Et puis, s'ils ne gagnent pas contre les Jets, là, il faudra vraiment s'inquiéter. On a libéré, licencié, remercié, dites-le comme vous voulez, euh, le coordinateur offensif, Ken Dorsey. Voyons voir ce que ça donne face à une belle défense. Pour le coup, ça va être un bon test. Seahawks, Rams, pour continuer. Rams, Seahawks, plutôt dans ce sens-là. Rams, Seahawks, on est avec une quasi-unanimité. Grégory qui tente les Rams. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faut savoir que, vous le voyez, on tente aussi des coups, on essaye de jouer l'inverse des autres, forcément, sauf pour moi, par exemple, qui suis devant et qui essaye, je vais vous donner ma stratégie, hein, je vous la dévoile, mais qui essaye de miser uniquement sur des choses sûres, entre guillemets, même si rien n'est sûr, euh, rien n'est sûr dans cette NFL. Et Fabien Aubard qui nous dit, elle est où la surprise de la semaine? Eh bien, Grégory, en tout cas, il pense que c'est les Rams hein, qui vont créer cette surprise. Et là où je peux lui donner raison, c'est que dans ce duel, il y a certaines divisions comme ça où les logiques sont rarement respectées. Et vous vous rappellerez de ça quand la semaine prochaine, on dira que les Rams, ils ont battu les Seahawks et on ne sait pas pourquoi. Mais il y a certaines divisions où la logique est rarement respectée. Et je trouve que la NFC West est vraiment l'exemple même de cette division-là, où on a l'impression que l'équipe la plus faible arrive toujours à battre l'équipe la plus forte du moment. Et puis, les Rams, regardez, les Rams, ils ont battu les Seahawks lors du premier match, hein. Alors, c'était le premier match, certes, mais personne n'aurait imaginé que les Rams battent les Seahawks lors du premier match. Donc en effet, et Laurentin Hachès qui nous dit Sean McVay contre Pete Carroll, c'est quelque chose. Ça va être sympa. En tout cas, ça va être sympa. En tout cas, voilà, quasiment tout le monde donne les Seahawks. Mais c'est vrai que Grégory mise sur une surprise. Broncos-Vikings. Alors ce match-là, il est indécis, hein. C'est peut-être le plus indécis parce qu'on a des Vikings qui n'ont plus Kirk Cousins, mais qui ont apparemment un quarterback star incroyable, Joshua Dobbs, qui marche sur l'eau en ce moment, manifestement. Donc, euh, donc, est-ce que ça peut réussir? Justin Jefferson ne sera pas de retour, hein, normalement. Il ne sera pas de retour. Mais bon, même sans Justin Jefferson, il a manifestement très bien pris le relais de Kirk Cousins, l'ami Dobbs. Donc, ça peut marcher. Et de l'autre côté, il y a les Broncos. Les Broncos qui sont sur une belle série aussi, qui reviennent bien, qui, on se rappelle, ont battu les Chiefs. Ça va être un beau duel en tout cas, hein. Sean Payton, Russell Wilson face aux Vikings. Ça va être un beau duel. On a Alain, Grégory et Victor qui misent sur les Broncos. Moi, j'ai misé sur les Vikings à l'extérieur en plus. C'est vrai que c'est pas évident d'aller gagner à Denver. On a vu ce qu'ont fait les Chiefs de Kansas City. Mais ouais, ce match-là, il est sympa. On va voir les codes tout à l'heure, mais ce match-là, il est sympa. Et puis pour terminer, Monday Night Football, ce sera lundi soir, on en parlera, mais il y a un énorme match, le remake du Super Bowl, tout simplement. Remake du Super Bowl, Chiefs face aux Eagles. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ça avait donné 38-35, hein, si je me rappelle bien. Je pense que vous vous en rappelez aussi. Autant vous dire que ça peut être un grand match. Les équipes ne sont pas tout à fait les mêmes, on va pas se mentir, avec des Chiefs qui sont beaucoup plus défensifs cette saison. Mais bon, un Patrick Mahomes en prime time face au vainqueur de la NFC de l'an passé, ça peut être quelque chose. Et puis les Eagles qui sont aussi sur une très bonne saison, ils ont le meilleur bilan de la NFL actuellement. Celui-là, on a hâte, hein. Alors, quand il y a un match, je ne sais pas pour vous, mais quand il y a un match le lundi soir comme ça, on a hâte d'y être. Et en même temps, je me dis que quand on y sera, ça voudrait dire que la semaine 11 est quasiment terminée déjà. Il y a tellement peu de semaines qu'on n'a pas forcément envie que ces semaines-là passent vite. Donc c'est vrai que quand on a un Monday Night Football comme ça, on se dit vivement qu'on y soit. Et en même temps, on se dit aussi, on va quand même profiter d'ici un petit quart d'heure de cette explosion de football qu'on a le dimanche. Donc, donc c'est vrai que bon, c'est à voir. Fabien Aubert qui nous dit l'analyse d'Alain et Victor est chouette sur la preview. Eh ben, écoute, je te crois sur parole. J'ai pas eu l'occasion de l'écouter encore. Je te crois sur parole. Et puis surtout, n'hésitez pas à l'écouter. Alors vous allez avoir peut-être, il est un peu tard pour les matchs de 19h, pardon. Mais vous avez le temps pour le Monday Night Football de, de lundi soir. Donc voilà, en tout cas, les pronostics pour ces matchs-là. On va dans la foulée passer aux cotes Unibet, puisqu'on parle des pronostics, on va parler des cotes Unibet. Vous le savez, Unibet qui est le partenaire pour les paris NFL, notre partenaire ici pour cette émission notamment. Je vais me mettre le, la page, on la met ici,
Unibet, qu'est-ce qui va pouvoir nous intéresser? Qu'est-ce qui va pouvoir nous intéresser? Et Mathéo qui nous dit à deux doigts de détruire mon sommeil pour ce Sunday Night Football. Alors, Mathéo, je ne sais pas si c'est le Sunday Night, parce que le Sunday Night, il me semble que c'est un Broncos Vikings. Alors, tu es peut-être supporter des Broncos ou peut-être supporter des Vikings. J'ai dit que ce match était indécis, mais je suis pas sûr que ça soit celui-là dont tu parlais, hein, parce que gâcher son sommeil pour un. Ouais, voilà. Mathéo, tu rectifies, gâcher son sommeil pour un Vikings Broncos, je suis pas sûr. Mais par contre, gâcher son sommeil pour un Chiefs Dolphins, un Chiefs, pardon, Eagles, on est d'accord. On est d'accord. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça. Il y a des codes déjà qui apparaissent dans le chat. On y est. Camille vous les a mis déjà. Je me les suis mis en grand sur l'ordinateur. Et en effet, d'entrée, hein, je le vois, et Fabien Aubard qui nous en parle, Minnesota qui nous dit, en tout cas Minnesota qui offre une cote, on va le voir, à 2,11. 2,11. C'est pas moi qui vais vous dire l'inverse, parce que 2,11 pour une équipe que j'ai vue gagner à Denver, en effet, ça se joue. Ça se joue pour moi. C'est quelque chose qui se joue. Il y a une cote aussi qui m'intéresse, c'est les Seahawks qui sont à 1,92. Ils ne sont pas donnés favoris face aux Rams. On voit Daedegan qui dit j'ai posé mon lundi perso pour voir ce match. Écoute, ce sera peut-être le mardi qui va être compliqué, Daedegan, en tout cas. Mais j'espère peut-être que tu as posé le mardi. Ou alors peut-être tu travailles de nuit et dans ces cas-là, tu auras un peu le temps. Bon, on reste sur les codes, pardon. Je divague, mais c'est vrai que ce match-là, il est tellement excitant qu'on a du mal à se le sortir de la tête. Je le disais donc, on est sur les Vikings de Minnesota avec 2-11. J'ai envie de parler des Seahawks. Je vous l'ai dit, 1,92 les Seahawks, c'est quelque chose. Je les ai mis gagnants dans ce match-là. Pour moi, ils vont battre les Rams. C'est surprenant qu'ils soient pas favoris. C'est peut-être Grégory Richard qui fait les cotes, je ne sais pas. Et la dernière, qui on va. Ah ben oui, ce match-là, bien entendu. euh, les Eagles, on en parle tellement qu'on va peut-être miser sur ce match-là. Et c'est vrai qu'on voit Philadelphia qui a 2-11, 2-1, pardon, 2-0-1. C'est vrai que c'est vrai que ça fait beaucoup. Alors, c'est toujours un petit peu embêtant de miser sur un match qui va se jouer le lendemain. Parce que si on réussit nos deux premiers, imaginons qu'on fasse un combiné à trois, on réussit nos deux premiers, on va devoir attendre jusqu'au lendemain soir, ou en tout cas le lendemain matin pour ceux qui ne regardent pas le match, jusqu'au mardi matin. Ça met un peu de pression. Mais c'est vrai que ce match-là, 2-1 pour les Eagles, ça joue. Ça joue 2-1 pour les Eagles. J'ai envie de dire que ça joue parce que Philadelphia va arriver avec les dents qui rayent le parquet ou le terrain, comme vous voulez. Euh, ils vont avoir envie de revanche. Euh, ils vont peut-être être en difficulté face à la défense des Chiefs, mais je les vois quand même marquer pas mal de points. Et est-ce que Kansas City va être capable de manœuvrer avec une attaque qui a du mal en ce moment? Donc je le mets, je le tente aussi, même si j'ai mis les Chiefs, mais ça se tente. Ça se tente et on est sur une cote à 8, ce qui est correct. Avec 5 euros misés, vous avez 40 euros de gagné, ce qui est pas mal du tout. 40 euros. Et puis on a des matchs qui sont jouables, hein, qui sont totalement jouables. Ils vont arriver avec du gazon entre les dents. Bah oui, si on a les dents qui rayent la pelouse, en effet, il va y avoir du gazon entre les dents. Mais bon, si ça peut leur permettre de gagner, on va regarder un petit peu parce qu'il y a des surprises, hein. Forcément, il va y avoir une surprise. Il va falloir qu'on trouve la surprise de. C'est notre objectif, hein. C'est notre objectif. On a encore une petite dizaine de minutes. Il faut qu'on trouve l'objectif pour ce YOLO. Il faut qu'on trouve, pardon, l'objectif. Il faut qu'on trouve la surprise. Qu'est-ce qui peut nous y avoir comme surprise? Est-ce qu'un Green Bay à domicile face aux Chargers, on sait que les Chargers, ils sont pas forcément non plus avec une équipe qui peut voyager partout et qui est hyper constante. Donc, je vois un Green Bay à 2,14. Qu'est-ce qu'on a? On a les Titans face aux Jaguars, c'est dur de miser. On a les Raiders face aux Dolphins. Est-ce qu'elle est pas là? Est-ce qu'elle est pas là? Moi, allez, j'ai envie de tenter les Giants face aux Commanders dans un match dirty, comme on dit. 3,58 face aux Commanders, un match qui finit à 9-8. On ne sait pas, un match qui finit à 17-18 et encore 17-18 pour les Giants. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent jusque-là. Je vais tenter les Giants à 3,58. On est sur du YOLO, hein. On est sur le combiné YOLO, forcément. Je vais tenter les Jets aussi, parce que les deux équipes de New York, les Jets, ils ont battu les Bills lors du premier match. Ils sont capables de rendre le match aussi très compliqué pour Josh Allen. Peut-être une perte de balle par-ci, une perte de balle par-là. Et on va la jouer. Allez, les deux équipes de New York. Voilà, le YOLO, c'est les deux équipes de New York, hein. On est pas mal. Ils nous en font un dernier. Et je vous ai entendu parler des Cardinals. Les Cardinals, ils sont
par où les Cardinals, que je les retrouve. Bougez pas. Cardinals, ils ne jouent pas. Alors, c'est un petit. Ah, mais non, ils sont là, bien entendu. Ils sont à Houston. Ouh, les Cardinals à Houston, vous le voyez comme ça? Je vois que ça fait une petite unanimité. Allez, on va le tenter. On va le tenter, les Cardinals à Houston. Allez, je suis. Ouais, on va le tenter. On va le tenter. Allez, on va terminer sur ça. Donc, on a gardé les trois précédents. Camille qui va pouvoir remettre les Vikings, les Seahawks et les Eagles. Comme ça, vous allez voir la cote. Vikings, donc Seahawks et Eagles. On garde les Giants, on garde les Jets, on garde les Cardinals. Et là, pour 5 euros misés, on est sur 1567,84 €. Alors en effet, bon là, on parle souvent du loyer à Paris. Là, on est sur un, ouais, on est dans le 16e, on est bien. On est bien. Alors on n'a pas un grand appartement, mais on a un 2 pièces dans le 16e, allez, ou proche 16e Boulogne. Voilà. Bon. En tout cas, voilà. Le combiné YOLO, vous l'avez. Vikings, Seahawks, Eagles, Giants, Jets, Cardinals. Il y aura peut-être la surprise là-dedans. Le tout, c'est qu'il y ait toutes les surprises. Bon. En tout cas, voilà, bien entendu, on joue pour s'amuser. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide et vous sentez que vous avez besoin de vous faire aider. Il y a des solutions pour cela. Surtout, n'hésitez pas. Fabien Aubard qui nous dit Alain et Victor, ils ont sorti un YOLO à 3600. Ah, je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau, mais bon. En tout cas, voilà. Vikings, Seahawks, Eagles. Déjà, je pense que ça peut être pas mal. Et puis, si vous voulez vous amuser, Giants, Jets, Cardinals. On va passer pour terminer au quiz. Le quiz de la semaine. Et je vous le disais, on a un quiz un petit peu particulier qui est misé sur l'âge, forcément. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu sur le site Touchdown Actu, on vous l'a relayé l'information. Les Eagles qui ont coupé un joueur de 51 ans, un joueur qui était encore dans leur roster. La NFL qui leur a dit un petit peu qu'ils avaient ce joueur encore dans le roster. Et du coup, ils l'ont coupé, il avait 51 ans. Ça m'a donné une idée de quiz. Est-ce qu'on ne ferait pas un quiz sur les joueurs les plus vieux? Et vous allez voir, il y a quelques questions sympas. J'espère que vous êtes prêts. Camille est prêt aussi. Il va faire apparaître les questions. Et puis, vous allez devoir répondre. Vous en avez l'habitude, hein, forcément. Et puis ensuite, le gagnant, forcément, dirigera. Vous voyez ici les questions et surtout, vous voyez d'abord les règles que vous connaissez. Fauteuil semaine 11 avec les règles ici. Et la première question, on peut y aller. Quiz spécial vieillesse, en hommage peut-être. Allez, on fait un quiz. La première question, elle apparaît, vous la voyez. Qui est le joueur le plus vieux à jouer actuellement en NFL? Matt Prater, Jason Peters, Aaron Rodgers, Nick Foles. On répond à cette question, le joueur le plus vieux à jouer actuellement en NFL. Et même s'il est blessé, Aaron Rodgers, on le compte qui joue actuellement en NFL, hein, en joueur actif. On dit Matt Prater, Jason Peters, Aaron Rodgers, Nick Foles. Et la réponse, elle va arriver. J'attends que le chrono arrive à la fin. Et la réponse, elle va apparaître. Le joueur le plus vieux à jouer actuellement en NFL, c'est Jason Peters. Jason Peters qui a 41 ans, joue, joue actuellement en NFL. Il a été récupéré par les Seahawks et c'est le joueur le plus vieux. Deuxième question ici. On continue sur ce thème. Elle va apparaître la deuxième question. Qui est le joueur le plus vieux à avoir joué en NFL? On parle là de toute l'histoire de la NFL. Est-ce que c'est Adam Vinatieri, le kicker, Morten Andersen, pardon, Georges Blandin ou Tom Brady, le quarterback? Dans l'histoire de la NFL, quel joueur le plus vieux, le plus âgé a joué en NFL? Il est parmi ces quatre-là. Et je vous laisse trouver qui est le joueur le plus vieux et la réponse qui va apparaître. J'ai toujours peur de donner la réponse avant que le chrono soit à la fin. Donc j'attends que la réponse apparaisse pour vous le dire. Et c'est Georges Blandin. Georges Blandin, voilà le joueur le plus vieux à avoir joué en NFL. Et 9 personnes seulement ont donné la bonne réponse. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté Adam Vinatieri, l'ancien kicker des Colts et des Patriots notamment. Tom Brady, ça aurait pu à 45 ans, mais c'est bien Georges Blandin qui est le joueur le plus vieux. On est sur la troisième question. Troisième question sur ce thème de l'âge, la vieillesse, j'ai envie de dire. Troisième question. Combien de joueurs de plus de 40 ans sont actuellement dans la ligue? Je vous ai donné un indice tout à l'heure. Il y a Jason Peters, il a 41 ans. Mais est-ce qu'il y en a un, deux, trois ou quatre des joueurs de plus de 40 ans dans la NFL aujourd'hui, hein? On parle de joueurs de plus de 40 ans dans la NFL aujourd'hui. Est-ce que Jason Peters est tout seul? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? Est-ce qu'il y en a quatre? Je vous laisse regarder. Est-ce que vous connaissez des joueurs
de plus de 40 ans dans cette NFL. Le chrono qui a atteint les zéros. Et vous allez le voir, il y a Jason Peters qui a plus de 40 ans. Et c'est le seul à être à plus de 40, à plus de 40 ans. C'était un petit piège, vous voyez. C'était surtout pour vous dire, voilà, le seul à plus de 40 ans dans cette NFL. Alors que l'année dernière, il y avait Tom Brady, hein, forcément. Il y en a beaucoup qui ont dit 3, on le voit. Quelques-uns ont dit 2 et 4. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont dit 1. Et pourtant, c'était le seul. On va passer à la quatrième question, avant-dernière question dans ce quiz qui nous parle d'âge. Et là, je crois qu'on va nous parler de touchdown au Super Bowl. Ouais. Qui est le joueur le plus âgé à avoir inscrit un touchdown au Super Bowl? Est-ce que c'est Heinz Ward? Est-ce que c'est John Elway? Est-ce que c'est Jerry Rice? Est-ce que c'est Tom Brady? Le joueur le plus âgé à avoir inscrit un touchdown au Super Bowl. Et je vais vous retrouver comme ça, je vais même pouvoir vous dire quel Super Bowl c'était pendant que vous cherchez Heinz Ward, Tom Brady, John Elway, Jerry Rice. Et la réponse, elle va apparaître. Et c'était Jerry Rice. Jerry Rice qui a été le joueur le plus âgé à 40 ans pardon, et 105 jours. Réception de touchdown dans le Super Bowl entre les Raiders et Tampa Bay. Et vous le voyez, 14 pour Jerry Rice. Tom Brady qui a avoir inscrit un touchdown. Ouais, le piège, c'était, et j'aurais peut-être dû vous le préciser, je m'en excuse, mais c'était un touchdown à la course ou à la passe. En effet, vous l'aurez compris. Jerry Rice, j'espère que certains n'ont pas été induits en erreur, mais en effet, c'était bien un touchdown à la course ou à la passe, parce que Tom Brady, il a lancé des touchdowns, mais on parlait bien de touchdowns qui étaient inscrits à la course ou à la passe, parce que John Elway, c'est le deuxième plus âgé, hein, il a inscrit un touchdown à la course. C'était lors du Super Bowl en 1999 à 38 ans, mais c'est bien Jerry Rice à 40 ans qui a reçu et qui a attrapé le touchdown en étant le joueur le plus vieux. On va passer à la dernière question. Beaucoup avaient dit Jerry Rice, donc j'ai peut-être pas induit beaucoup de monde en erreur. La dernière question, l'entraîneur le plus âgé à avoir coaché en NFL dans toute l'histoire. Est-ce que c'est Bill Belichick? Est-ce que c'est Pete Carroll? Est-ce que c'est George Halas? Est-ce que c'est Romeo Crennel? Je vous laisse répondre. Le coach le plus âgé à avoir coaché en NFL, Bill Belichick, Pete Carroll, George Halas, Romeo Crennel. On vous laisse. Cette fois-ci, il n'y a pas de piège, hein. Il n'y a pas de piège. Qui est le joueur le plus âgé dans la NFL? Et la réponse, elle va se trouver du côté de Romeo Crennel, le coach le plus âgé. Romeo Crennel qui avait coaché les Texans, on s'en rappelle, en 2020, alors qu'il avait 73 ans. Beaucoup de gens ont donné Pete Carroll et George Halas. Pete Carroll, qui est actuellement le coach le plus âgé, il a 72 ans, mais il n'est pas encore aussi vieux que Romeo Crennel à l'époque où il avait coaché les Texans en 2020. Voilà, voilà pour ces 5 questions. On va pouvoir avoir les résultats et je ne vois pas bien qui a gagné, mais vous avez certainement, et ça va apparaître sur mon iPad avec un peu de décalage, on est contestant à 150. Hervé 78, ça a été compliqué. Alors, Vincent Aja, Clems, en tout cas 0 sur 5. Parfait, Chéri nous dit que des mauvaises réponses ce soir. Et c'était pas évident. C'était pas évident, je vais pas vous mentir. On a fait ça avec Camille. C'était pas évident, mais écoutez, vaut mieux pas que ça soit trop facile tous les jours. En tout cas, on va terminer sur ça. Le vainqueur va être récupéré par, Ouais, par, c'est euh, du par coup, Camille. c'est bien Hervé 78 Et c'est bien qui Hervé aura 78. qu'on va Ouais, envoyer le prix parce que le compte c'est de 150, donc c'est les profils par défaut de Twitch, mais on peut pas récupérer son d'accord. identité. Je sais pas si tout le monde t'entend, Camille, ou si c'est juste moi. Oui, J'hésite oui, non, toujours à non, savoir tout si. le monde, bien sûr. Ah ben tout le monde t'entend, ben voilà, parfait, vous avez tout compris. Donc Hervé 78, je sais pas comment ça se passe, mais je ne doute pas qu'on va te retrouver. Hervé 78, on va te retrouver. Et bravo à toi surtout, Hervé 78, parce que en effet, c'était pas évident. Mais voilà, c'était compliqué. Il était dur. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux, tant mieux. On va terminer sur ça. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé une belle heure et demie en notre compagnie, avec Camille, avec moi-même. J'espère que vous allez mettre une petite télé branchée sur Sisplay pour regarder le match entre les Raiders et les Dolphins, et puis que vous allez apprécier cette 11e semaine de NFL. Avant de partir, forcément, je vais vous dire que cette émission a été présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris NFL, que vous pouvez retrouver tous les podcasts toute la semaine, vous le savez.
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ça repart. N'hésitez pas, vous en avez l'habitude désormais. Et puis, on va profiter de cette semaine 11. Restez bien connectés sur tous les réseaux sociaux et puis sur Touchdown Actu aussi. Ciao, ciao tout le monde. Ciao Camille. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, peut-être à la semaine prochaine. Ciao, ciao.